Salut les gars! Aujourd'hui, j'ai amené une toute nouvelle œuvre pour vous. J'ai déjà lu quelques chapitres et c'est vraiment bon, vous savez, et je suis sûr que ça va vous plaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Mais alors, sans plus de retard, allons-y pour la vidéo. Un cri déchire la nuit. L'atmosphère lourde du château de Ravens Vendetta témoigne d'un massacre, tandis que Lavis, le seigneur des ténèbres, réfléchit à la trahison qui l'a amené à ce moment. Il blâme la famille Hilt pour sa misère, libérant une vague de pouvoir qui élimine ses ennemis. Mais le prix est élevé. Encarcéré et confronté par le roi, son propre père, Lavis se retrouve au bord du gouffre. Être envoyé dans le monde humain sans ses griffes démoniaques est brutal. En se réveillant dans une chambre étrange, il réalise qu'il habite maintenant un corps humain et fragile. Les souvenirs sont confus et les émotions chaotiques. Une fille l'appelle frère et il ne sait presque pas comment réagir. Le passé et le futur s'entrechoquent, créant une tempête en lui. Le monde humain, avec ses nouveaux défis, est sur le point de le tester de manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Maintenant, sans ses pouvoirs, il part à leur recherche. Voici la chose. L'intrigue commence lors d'une pleine lune dans un château appelé Revenge à Vendetta. Qui l'aurait cru, hein? À l'intérieur de ce lieu, l'ambiance était de pure tension. Une bande de gens ne comprenant rien, après une attaque qui a laissé beaucoup à terre. Et là, il y avait un type avec une cape violette observant le chaos et qualifiant tout cela de désastre total. Un survivant tout blessé demande au gars s'il pense qu'il va sortir indemne d'un tel désastre, mais le jeune à la cape violette n'hésite pas. Il blâme la famille Hilt, disant qu'ils ont lamentablement échoué à le tromper. Avec la main pleine de sang, il s'exprime. Ce n'est pas une scène horrible, c'est juste une discussion entre amis. Le survivant ne peut pas tenir et, plein de colère, explose en entendant ce que le fou aux cheveux noirs a dit. Alors, tout à coup, une flamme jaunâtre qui met fin au service une bonne fois pour toutes. La scène change et maintenant notre protagoniste est là, enchaîné, faisant face à quelqu'un assis sur le trône. Cette autre personne dit qu'elle a demandé des preuves de trahison et n'a pas demandé au garçon de faire un nettoyage. Non vraiment. Le grand-père, tout furieux, discute, disant que son père sait très bien que la famille royale c'est fini. Il continue à appeler les vieux des protecteurs de manière ridicule, comme si cela faisait une différence. Il demande, indigné, combien de crimes ont été ignorés à cause de cette bande de capuchés. Un des gars en lunettes de soleil observe juste la scène avec un air de celui qui s'en fiche. Le roi démon, qui est le père de Lavis, rétorque en disant que les exécutions ont des règles et que son opinion ne vaut rien. Et notre protagoniste se retourne et fait un sourire ironique, pensant que cette conversation sur les règles est une blague. Alors il crie que l'obscurité est toujours consumée par quelque chose d'encore plus sombre. Tu vois, à ce moment-là, le roi reste silencieux, comme s'il pesait les paroles de son fils. À genoux, Lavis hurle que son père ne peut pas être roi sans reconnaître l'obscurité qui règne dans le royaume. Il continue à souligner que son père sait que les nobles corrompent tout, tandis que le souverain pense juste que c'est une affaire de gamin. Lavis explique que la famille Bendiga n'aurait un avenir que si les Hits étaient éliminés une bonne fois pour toutes. Ces nobles lâches, avec leurs capuchons, se cachent derrière une autre famille et ignorent l'ordre. Mais même avec tous ces arguments qu'il a mis sur la table, le roi démon reste sérieux dans sa position. Il ferme les yeux, renonçant à discuter, car il sent qu'il est en vain de parler avec son fils. Un des capuchés annonce que la peine a déjà été décidée par les 12 sujets noirs, et ici, le père de Lavis prévient qu'il sera banni dans le royaume humain pour ses crimes. Le Santi, démon aux cheveux noirs, reste figé, choqué, n'arrivant pas à croire qu'il va être jeté dans ce monde immonde. Se tournant vers son père, le jeune homme demande, désespéré, s'il parle vraiment sérieusement. Le roi tourne le dos et annonce que les pouvoirs de son fils vont être scellés. Tout ça pour qu'il apprenne la leçon. Le protagoniste, enchaîné, crie qu'il n'a tué personne. Il a seulement éliminé. Sans patience, le souverain ordonne aux gardes d'exécuter la sentence. En ce moment même, des hommes encapuchonnés commencent à lancer un sort, tandis que le garçon se désespère. L'un d'eux invoque une énergie rose et crée des cercles magiques pour commencer le bannissement. Le pouvoir atteint le jeune, qui crie de douleur, incapable de faire quoi que ce soit. L'un des échappés s'approche et souhaite un bon voyage au prince maudit. Le type aux lunettes de soleil sourit et assure qu'il s'occupera de l'endroit en son absence. L'énergie rose enveloppe le démon, serrant comme un câlin, et il ne peut que crier « pauvre type ». Un écran apparaît expliquant que Lavis a été condamné et aura 3 règles dans le monde humain. S'il enfreint l'une de ces règles, son âme sera complètement détruite. Alors, tout à coup, notre garçon se réveille, tout effrayé et haletant, comme s'il avait émergé d'un cauchemar. Il s'assoit sur le lit, regardant autour de lui, essayant de comprendre où il est tombé et ce qui s'est passé. Quand il regarde ses mains, il réalise qu'elles ne sont plus des griffes de démon. Maintenant, il a des mains normales.
comme n'importe quel humain là-bas. La réalité le frappe, le bannissement était réel. Il s'enfile une main dans les cheveux et se maudit d'avoir été impliqué dans ce pétrin avec le monde humain. Il se souvient du type aux lunettes de Soleil qui a promis de lui arracher les cornes de ce traître. Mais à ce moment, il ressent une douleur étrange et se demande pourquoi son nouveau corps est si brisé. On dirait que l'ancien propriétaire de ce corps avait déjà un gros problème avant qu'ils arrivent. En se levant, le démon est indigné de devoir rester enfermé dans un corps aussi faible et vulnérable. Puis, il regarde autour de la chambre et s'irrite, pensant que les Hilt ne sont qu'un groupe d'inutiles qui ne font qu'apporter des problèmes. Il grimace, sentant que respirer ici est un vrai défi, car il lui faut de l'énergie pour se sentir bien. À ce moment-là, une fille ouvre la porte et demande quel bruit c'est celui qu'elle a entendu. Elle appelle le jeune homme, qui est confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Alors, les yeux remplis de larmes, la fille lui demande s'il s'est enfin réveillé après tout ce temps. Elle court et le serre fort dans ses bras. Pensant qu'il ne se réveillerait jamais, notre garçon reste sans voix et se demande qui est cette fille et quelle est sa connexion avec cet ancien propriétaire du corps. Une autre femme apparaît à la porte et appelle le jeune homme Mimigno, laissant le démon encore plus confus. En pleurant, elle le remercie d'avoir enfin ouvert les yeux et comment elle dit que le garçon a dû beaucoup souffrir. Le démon est perdu dans ce décor et se demande comment agir avec ces deux-là. Puis, dans un moment de désespoir, il se souvient que le royaume humain est l'un des trois grands, ce qui le plonge dans une totale confusion. Alors, dans un moment plus que sinistre, des pas se rapprochent et un homme plus âgé entre dans la chambre du garçon. Ce type, avec des lunettes et un regard sérieux, semble être le père de l'ancien propriétaire de ce corps. La femme présente informe son mari que leur fils s'est enfin réveillé après tant de temps. Mais devine quoi? L'homme regarde le jeune avec un regard aussi froid que l'Arctique, mon frère, et sans montrer la moindre émotion, il lâche. Arrête d'être paresseux et va à l'école. Le gamin vient de sortir du coma, mon frère. Il manque déjà une semaine, le père du garçon dit. La mère tente d'argumenter, mais l'homme l'interrompt et l'entraîne hors de la chambre. Et voilà le garçon seul avec sa sœur, qui lui demande s'il va bien, mais il reste muet, sans aucune réaction. Le démon qui habite maintenant le corps réalise que la relation du couple est assez tendue en ce moment et il esquisse alors un sourire tordu, se demandant si ce n'est pas cette attitude froide du père qui a éveillé son intérêt. La fille est surprise par la réaction de son frère, pensant qu'il a peut-être aimé le comportement de son père, mais il retrouve rapidement son sérieux, conscient qu'il doit prendre soin de lui et aussi s'occuper de ses humains. Le lendemain matin, alors qu'il essaie de réorganiser les souvenirs qui sont encore un peu confus, la mère du garçon le conduit en voiture à l'école, comme l'avait ordonné le père, et là, elle lui dit au revoir, lui demandant de l'appeler s'il ne se sent pas bien en classe. Son expression, pleine de préoccupation, est bien visible alors qu'elle observe le garçon suivre son chemin. Le démon se dirige alors vers l'école, se rappelant qu'il y a 600 ans qu'il n'avait pas mis les pieds dans une école. Mon Dieu, ce démon est ancien aussi, n'est-ce pas? Et, mon ami, il pense que faire face à cette réalité humaine serait un véritable cauchemar. Il arrive dans la classe numéro 2, trait 3, et se prépare à entrer, en pensant que dans cette vie humaine, tout est si fragile. Ces mortels ont à peine du mal à vivre 100 ans. Le plan du démon est de vivre tranquillement pour ne pas perdre son âme, et qui sait, peut-être un jour retourner au royaume des démons et prendre la place de son père sur le trône. Mais avant, il doit agir avec ruse pour protéger les membres de la famille royale de toute menace. Soudain, il est abordé par deux types qui semblent vouloir être amis, mais cela ne fait que troubler le démon. L'un d'eux l'attrape et lui demande s'il a apporté l'argent de la mensualité qu'il devait. Étonnamment, le corps du garçon réagit automatiquement, se repliant de peur devant les brutes. Et à ce moment, un souvenir de l'ancien propriétaire du corps force son entrée, montrant ce dernier en train d'être attaqué. Le démon ne peut ignorer les visages des agresseurs qui sont dans la mémoire, l'un d'eux semblant vraiment s'amuser et l'autre adorant voir le garçon en difficulté. Le souvenir se termine avec l'ancien propriétaire du corps tombé par terre, en pleurs après avoir été battu. Pauvre garçon. Maintenant, le démon comprend pourquoi son corps le faisait tant souffrir au réveil. Le gars a beaucoup pris de coups. Il se demandait si la douleur avait été causée par ces deux individus lâches. Le brute met la tête du garçon à terre et l'appelle pathétique d'être effrayé. Et ensuite, le brute demande la mensualité comme un signe d'amitié, si vous voyez ce que je veux dire. Le démon est indigné d'être pressé par des humains pathétiques. Il se souvient alors d'un cours qu'il avait eu dans le royaume des démons, où il parlait de la fragilité des humains. La conversation était que les humains sentent mauvais et sont stupides d'adorer à la fois les démons et les anges. Un élève s'appelait Ravs et avait même dit que ces absurdités devaient être complètement brûlées. Et la professeure, avec ses cheveux bleus, avait acquiescé et avait même demandé à la classe d'écraser la vulgarité qu'il rencontrerait. De retour au présent, le démon est explosif, n'en croyant pas que l'humain le touche. Le brute aux cheveux clairs ne remarque même pas et s'amuse sur son téléphone, sans réaliser l'énorme attention qu'il reçoit. Furieux, notre garçon serre le bras du gamin.
Il le tenait, et dans un accès de folie, Ravi frappe le visage du bully contre la table, pensant que ces humains sont vraiment des idiots pathétiques. Le camarade du bully est sous le choc et crie, demandant si l'autre est devenu complètement fou. À cet instant, les yeux du protagoniste brillent en rouge. Il est surpris de voir que son pouvoir magique a réagi. L'agresseur menace le garçon, demandant s'il veut recevoir une raclée. Avec le poing serré, le gamin avance pour frapper le visage du démon, mais réalise que les insultes humaines libèrent son pouvoir magique scellé. Il conclut que la douleur et les malédictions sont liées au pouvoir magique. Il se prépare à attaquer, sans pitié, avec un coup de poing précis. Il atteint le visage du bully, qui vole loin, telle une feuille au vent. Le gars atterrit violemment contre les armoires derrière la salle et tombe au sol, ne sachant pas d'où venait le coup. Les autres élèves dans la salle restent sans mots, n'en croyant pas leurs yeux, devant cette scène qu'ils viennent de voir. Après tout, son pouvoir magique devait être scellé dans le royaume humain, mais le voilà agissant, même dans ce corps fragile. Alors que le démon serre sa main, il réalise que, même en tant qu'humain, son pouvoir réagit au mal qui l'entoure. Le garçon aux lunettes, choqué, se demande si c'est vraiment le dominé qu'il connaît. Mais le bully, furieux d'avoir été frappé, pauvre de lui prend une chaise pour attaquer le protagoniste. Si ça ne passe pas, « Par la main, mon frère, ça va passer maintenant !» L'ami aux lunettes crie au garçon de faire attention à l'attaque qui vient par derrière. Mais notre garçon, peu préoccupé, tourne juste la tête dans un mouvement agile. Il esquive la chaise et attaque l'agresseur sans la moindre difficulté. Et, mon ami, en un clin d'œil, le bully tombe à genoux, toussant et se demandant comment cela a pu être possible. Au sol, le bully ne perd pas une occasion de continuer à insulter, traitant notre garçon de fragile. Mais le gamin ne se laisse pas faire. Il rétorque que les humains ont tendance à devenir vulgaires pour cacher leurs faiblesses et assène un puissant coup de pied, touchant en plein le visage de l'agresseur. L'impact est fort, si fort que la tête du bully part en arrière, crachant un peu et étourdi, lui aussi ne comprenant pas comment tout cela a pu se passer si vite dans ce tumulte. Le jeune ne se contrôle pas et révèle que l'origine de toutes les malédictions humaines est, en réalité, sa propre mère. Après tant d'humiliations, le brutal s'évanouit enfin dans le couloir, tombant comme un chiffon. Les autres élèves qui assistaient à tout ça n'en croient pas leurs yeux qu'un gamin seul ait pris le dessus sur deux brutes en une seule journée. C'est genre, comment ça, mon frère ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Pure folie. Notre garçon, ignorant la foule apeurée, semble être sur une autre planète, parlant avec son père dans ses pensées. Un sourire sinistre apparaît sur son visage, alors qu'il se demande s'il devait juste vivre tranquillement sa vie et ensuite prendre la poudre d'escampette. Puis il se tourne vers ses élèves qui maintenant ont super peur et, avec une aura diaboliquement malicieuse, demande si quelqu'un d'autre veut se battre aujourd'hui, parce qu'il est plus que prêt, tu vois. Il a aussi envie de frapper quelqu'un. Les gens dans le couloir sont juste choqués, se demandant si c'était vraiment l'Inorque qu'ils connaissaient avant. Le faible, l'ami avec des lunettes, confus, n'arrive pas à croire à la force de son camarade. Voyant les brutes au sol, il court, inquiet, jusqu'à notre garçon et, en s'approchant, il lance qu'il s'inquiète si le gars aux cheveux noirs va bien, compte tenu de cette bagarre. Minot ne fait qu'un sourire tordu, semblant s'amuser de toute cette situation et ce désordre, et se rappelle que cet ami a été le seul à essayer de l'aider auparavant quand les costauds sont apparus. C'est pourquoi notre protagoniste pense que l'ami avec des lunettes pourrait être un serviteur parfait. Il dit que tout est tranquille. Plus tard, l'ami est encore impressionné par la force du gars et ne tarit pas d'éloges pendant qu'ils errent dans cette rue. Il lâche un « Hé, tu t'es rechargé à nouveau dans un autre monde ?» Ça prend le gamin par surprise. L'ami continue sa théorie, demandant s'il vient d'un endroit appelé Murim ou s'il sort d'un jeu, tu vois. Le protagoniste commence maintenant à avoir des doutes, soupçonnant que notre nouveau serviteur peut savoir plus qu'il n'y paraît. Un souvenir surgit dans son esprit, où quelqu'un l'avertit de ne pas blesser des humains dans son monde. Le démon blond explique que la professeure Cynthia a mentionné cela sans réfléchir, et que la vie des humains est importante. Il continue en disant que eux, comme les dieux, ne doivent pas interférer parce qu'ils supervisent le passage. Un garçon un peu ennuyé commande que les humains sont déjà trop occupés à se blesser seuls. Son compagnon répond que c'est juste, parce que les humains sont vraiment idiots et qu'ils finissent par attirer le démon aux cheveux noirs. Écoutant cette litanie de son ami sans beaucoup d'entrain, le blond retire l'avertissement sur la façon dont il serait détruit, mais notre garçon s'en fiche éperdument de ce discours sur le retour à la réalité. Mignot se demande comment il devrait faire taire les humains sans leur faire de mal. L'ami aux lunettes commente alors que ce serait cool si cette histoire de réincarnation était vraie, ce qui laisse
lance le jeune songeur, presque triste. Le gamin dit qu'il aimerait se réveiller dans un autre monde, et à cet instant, Minot ressent une vague de tristesse émanant du garçon. Alors qu'il marche, l'ami commente qu'en réalité, il sait que la réincarnation n'a pas beaucoup de sens, et continue en disant qu'il a remarqué à quel point Minot a su garder son calme pendant la bagarre. Le jeune se sent soulagé d'apprendre qu'il n'a pas été découvert, affichant un immense sourire. Le garçon vante encore une fois la force de notre protagoniste durant ce chaos à l'école. Au fond, le démon est furieux de recevoir un tel compliment d'un simple humain. Dans un plan éloigné, nous voyons un immeuble où notre garçon vit. Là, dans sa chambre, il réfléchit à la manière dont son énergie démoniaque a été activée par les provocations des humains. En regardant sa propre main, il se demande comment cela a pu se produire, puisque son pouvoir ne devrait pas fonctionner ici. Confus, il essaie de comprendre comment il a obtenu cette force dans ce corps, mais peu après, un sourire malicieux apparaît sur son visage, typique des démons. Comme s'il attendait cela, il se vante, observant qu'il n'y a pas de limite à la malice. Béni soit son véritable identité. Soudain, une douleur intense surgit, surprenant le garçon, et il crie, commençant à se tordre sur le sol de sa chambre sans savoir ce qui se passe. L'angoisse est si absurde qu'elle semble faire trembler toute la chambre avec lui. Allongé sur le lit, il réalise que le corps humain est trop faible pour supporter son énergie démoniaque. Il finit par se plaindre que vivre comme un humain pendant une journée est une torture. Se sentant frustré, le démon grogne que, avec cette douleur, il n'arrive pas à dormir du tout. Mais quelques instants plus tard, il est déjà là à ronfler, tombant dans les bras de Morphée. La nuit passe et bientôt un nouveau jour arrive. À l'école, le soleil commence déjà à se coucher. L'ami aux lunettes remercie notre garçon, puisque grâce à lui, personne d'autre n'a osé déranger. Mais le démon lâche qu'il aurait préféré se battre pour tester son pouvoir. Ce moment est le moment parfait pour que tu laisses un like, mon fils. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est bon. Alors, une voix l'appelle et son ami devient visiblement nerveux. Immédiatement, le garçon aux cheveux noirs se retourne, ne comprenant pas très bien ce qui se passe. Tout à coup, un nouveau groupe de brutes apparaît et le leader demande si c'est lui qui s'est moqué de son frère. L'agresseur se plaint qu'il était là pour défendre le garçon et qu'en échange, il a reçu cette trahison. L'ami aux lunettes est en panique face à cette situation, mais notre protagoniste reste incroyablement calme. En entendant plus d'insultes, le démon s'enthousiasme et fait clairement comprendre que c'était lui. Le brute invite alors notre garçon dans un coin et il accepte l'invitation avec enthousiasme. Il se dirige vers un endroit éloigné qui ressemble à une construction abandonnée. Là, le frère aîné tire l'oreille du plus jeune. Et dans cette ambiance tendue, l'ami aux lunettes demande aux héros ce qu'ils vont faire maintenant. Le leader des brutes s'approche et dit qu'il ne peut pas laisser ça passer, sinon il aura l'air d'un mauvais frère. Alors, ce brute pousse le front de notre garçon et demande si sa mère lui a appris à être ainsi. La provocation continue, avec lui demandant si la mère du garçon lui a appris à frapper ses amis. Avec un sourire un peu malfaisant, le gamin répond que oui, c'est exactement ce qu'elle lui a enseigné. Le brute devient furieux face à cette réponse sarcastique et commence à traiter le garçon de gamin, fou de rage, levant la main pour donner une gifle, pensant faire rire le garçon. Mais notre héros arrête le coup avec une facilité incroyable. Avec les yeux brillants de rouge, il déclare que les malédictions de sa mère ont toujours leur charme. Ensuite, il tord le bras du brute avec une force impressionnante. Le type commence à crier de douleur, tandis que les amis regardent la scène horrifiés. Le garçon, avec un air de satisfaction, remercie sa mère d'avoir offert un tel poison dans sa langue et, avec un coup brutal, donne un coup de poing droit au milieu de la tête de l'adversaire. Même au milieu du désespoir du combat, le garçon garde son calme et sa concentration. Avec un visage serein, il dit que la violence n'emprisonne que le corps, laissant le brutal au sol, mais la méchanceté dévore l'âme. Et ainsi, il continue à attaquer sans pitié. Ce gars est courageux, tu sais, frérot, et il n'a aucune pitié, tu sais. J'aime voir la raclée que le leader reçoit. Le petit frère et les autres brutes sont furieux. Dans un coin, l'ami aux lunettes est sous le choc, observant tout cela. Le brutal crie à ses amis de ne pas rester immobile et de s'attaquer à notre leader. Le garçon aux cheveux noirs réalise que maintenant, tous vont attaquer en même temps, mais il ne se laisse pas intimider. Son œil brille intensément. Il pense à se battre contre encore plus de monde. Après tout, c'est plus amusant, car le pouvoir supérieur se regroupe contre le mal. Il fonce sur eux. Le gamin attaque avec agilité et défait facilement la bande. Caché, l'ami aux lunettes continue de crier désespérément, tandis que cette scène devient encore plus violente. En un instant, il devient clair qui est le patron ici, notre garçon bien sûr. Après avoir fini avec tous ces brutes, il relâche sa main, déjà bien fatigué, tu vois. Après tant de coups, il tourne le dos au tombé et lâche un soupir de soulagement. Regardant le leader vaincu, il commente que ce combat a été super revitalisant et commence à penser à l'oncle qui a donné aux humains le don de la violence et comprend enfin la raison de ce cadeau. À ce moment-là, l'ami aux lunettes, au loin, reconnaît et, avec un regard très fort,
remercie l'oncle et l'appelle par son nom humain, Miou. Avec un sourire satisfait, le garçon observe pendant que quelque chose avec des yeux rouges brillants l'espionne de loin. Cela se révèle être un rat sinistre qui sort d'un trou dans le mur pour le surveiller. Les yeux rouges continuent de scruter intensément le garçon qui est de dos dans la perspective de la bête. Notre personnage se vante, disant que la mission a été accomplie avec succès, et lève les bras en signe de célébration. La scène change maintenant pour un endroit sombre, où son oncle observait tout à travers une projection, accompagné d'une figure encapuchonnée. Le vieux démon a un pied sur la tête d'une créature bleue, montrant qui est le patron dans ce coin. Assis sur son trône, il sourit et commente qu'il semble que son neveu apprécie le cadeau qu'il a reçu. La silhouette encapuchonnée mentionne la pierre de sang qui a été placée dans l'œil du jeune homme au lieu de la pierre de Tarbo, révélant des lunettes rouges, et se demande combien de temps le jeune démon tiendra. De retour dans le monde humain, le garçon apparaît super confiant, avec un sourire sur le visage, sous un ciel orange, volant au-dessus d'un château imposant. Enfin, un rire sombre résonne dans la nuit, montrant qu'il y a quelqu'un qui s'amuse avec tout cela dans le royaume des démons. L'oncle commente, surpris, que son neveu Raves a vraiment détruit toute la famille Hilt. Cette figure encapuchonnée ajoute alors que le garçon fait toujours ce qu'il faut pour obtenir ce qu'il veut. L'oncle devine qui pourrait briser l'entêtement de son neveu et mentionne Gamudai pour l'avoir envoyé là-bas. Gamudai répond que la seule façon de traiter quelqu'un d'aussi malicieux que le jeune est par la soumission à travers le pouvoir. Il se souvient que le monde humain est fait pour les criminels et que ce ne sera pas facile pour ce gamin de s'adapter. Il se rappelle des fois où le garçon a grandi trop vite et a commencé à causer des problèmes, demandant de l'aide qui n'est jamais venue. À la fin, Gamudai se demande si c'est pour cela qu'il a offert la pierre de sang magique en cadeau à son neveu. Gamudai informe Lord Barkan qu'il est prêt à manifester les pécheurs qui ont été envoyés dans le royaume humain. Avec un sourire rusé, l'oncle de Ravs ordonne à son serviteur de montrer qui sont ces personnes, et le serviteur encapuchonné commence à invoquer un sort, une aura violette émanant de sa main. Une énergie sombre surgit du sol, tandis qu'il explique que, puisque son neveu est là dans le monde humain, il va souffrir. Le jeune qui se trouve là va devoir affronter les figures bizarres qui émergent de cette manifestation de pouvoir du serviteur. Ensuite, l'oncle du protagoniste se lève du trône, semblant très excité par cette situation. Je pense qu'il veut détruire le garçon pour prendre le trône, c'est sûr. Il tend la main et commence à rassembler de l'énergie sombre, flottant là. Les deux démons combinent alors leurs pouvoirs, créant une boule d'énergie obscure au centre de la pièce. Le démon plus âgé observe la sphère de pouvoir avec un regard de pure malice. L'oncle a dit qu'il était impatient de voir ce que Raves ferait. Va faire la suite. Prévient aussi que le garçon est sur le point de goûter à la véritable obscurité qui l'attend. Ensuite, cette scène coupe à un restaurant, où l'ami à lunettes est en train de péter un câble avec un bol de nourriture épicée. Il commence à faire l'éloge du protagoniste, disant que ce qui s'est passé était une scène incroyable. Incroyable, ça ressemblait à un film. Le démon enfourne la nourriture épicée et commence à transpirer des yeux, mais ni pleurer. L'ami dit alors que c'est pour cela qu'il avait suggéré un niveau débutant de piment. Mais le gamin croit que le démon n'évite pas l'Underworld. Soudain, le téléphone de l'ami commence à sonner sur la table, interrompant leur conversation. Il voit l'appel qui vient d'une fille appelée DJ, et la panique, mon ami, est affichée sur son visage. Le protagoniste demande ce qui se passe, pourquoi ce garçon ne répond pas au téléphone. Bégayant, le garçon à lunettes invente une excuse disant qu'il a reçu un appel urgent et doit y aller. Le garçon dit rapidement au revoir, sautant pour sortir et laissant notre protagoniste là, tout seul à la table, entouré de nourriture. Pendant ce temps, l'ami à lunettes s'enfuit, courant comme si une horde de monstres lui courait après, en sueur de nervosité. Pendant que le protagoniste continue de mâcher tranquillement, il reste là confus, en mâchant les morceaux de nourriture épicée que son pote a laissés derrière. Cette scène change, et la caméra nous emmène dans une ruelle, sombre et sans vie au milieu de cette ville. Sous la lumière de la lune, une porte en métal se distingue menant à un lieu bien suspect. De l'intérieur, une silhouette avec des gants noirs tient une machine à tatouer qui semble tirée d'un film d'horreur. À l'intérieur de cet endroit sombre, une tatoueuse à vue presse un homme sur la chaise, le menaçant et lui ordonnant de rester immobile, ou la douleur sera bien pire. Les murs sont décorés de photos d'autres malheureux qui ont reçu la même marque pour ne pas avoir payé leurs dettes. Alors, avec un large sourire satisfait, la femme termine son travail, et l'homme allongé semble être noyé dans l'angoisse et la douleur, commentant que le tatouage sur son front est bien fait, parce que la peau du gars était bonne pour ce genre de choses. À ce moment-là, une voix se fait entendre annonçant qu'ils ont amené celui que la tatoueuse attendait. Elle, nommée Jair, rit et se tourne vers la porte. Et celui qui entre est l'ami du protagoniste, traîné par un colosse, tout apeuré et tremblant. Alors, ils se plaignent du retard et appellent l'étudiant Simon pour voir quelque chose de plus près. La lumière s'allume violemment, révélant le visage de l'homme qui vient d'être tatoué de force.
Elle agrippe le visage du garçon aux lunettes, l'obligeant à regarder l'homme sur la chaise. Tu sais ce que signifie cette marque sur son front? Le garçon ne dit rien. On dirait qu'il subit une séance de torture psychologique. C'est vrai. Elle commence à expliquer que cette marque signifie qu'il est un petit voleur, murmurant que le gars est puni pour ne pas avoir rendu l'argent qu'il devait. Et elle questionne Simon sur l'état de la promesse qu'ils ont faite. Le garçon, figé de peur, balbutie et n'arrive pas à répondre. La sueur coule sur son visage et finalement il révèle que quelques fléaux perturbent ses plans. La femme, furieuse, s'effondre au sol et demande, pleine de colère, s'il pense que tout cela est une blague. 2 hommes de main l'attrapent et elle déplore la lenteur du garçon à comprendre les choses. L'un des hommes de main serre la main de l'étudiant avec une force inhumaine, le rendant paralysé de terreur. La tatoueuse s'approche avec la machine en main, demandant si elle doit aussi marquer sa peau pour qu'il apprenne. Désespéré, sans un cri, il implore qu'elle ne fasse pas ça. Alors, avec un sourire sinistre, cette femme ordonne « Alors écoute bien ce que je vais dire ». Elle avertit que c'est la dernière chance qu'il a pour résoudre ses problèmes. En pointant vers le gars allongé, elle demande s'il veut aussi finir comme ça. Parfaitement près de son visage, elle lui dit de se dépêcher et de tout préparer rapidement. La scène change à nouveau, montrant un ciel étoilé, signalant que cette nuit est déjà avancée. De retour dans la chambre, le garçon aux lunettes se tue à travailler sur l'ordinateur jusqu'à tard dans la nuit. Avec les mains frappant sur le clavier, il commence à se demander s'il est juste de terminer ce qu'il a commencé. Avec colère, il serre les poings, comme s'il faisait un vœu. S'il ne fait pas ça, ces gens-là vont s'en prendre à lui, et ce ne sera pas d'une façon si facile. Il continue à taper, et la lumière de l'écran de l'ordinateur éclaire sa chambre sombre. De l'autre côté de la ville, l'immeuble d'appartement où vit notre protagoniste apparaît. Le jeune homme se réveille en ressentant une douleur aiguë au ventre, se demandant si c'est de la résistance physique ou autre chose. En se plaignant, il réalise que tout son corps lui fait mal et qu'il semble prêt à se briser pour la moindre petite chose ou une petite dispute. Furieux, il jette sa chemise loin de lui, feignant la faiblesse de ce corps humain pathétique. Déterminé, il commence à faire des pompes, se promettant que rien ne l'abattra à cause de quelque chose d'aussi insignifiant. Puis il continue, en sueur et déterminé, criant qu'aucune douleur ne le fera abandonner la fatigue. Le soleil se lève le lendemain, apportant un ciel clair, annonçant le début d'une nouvelle journée dans la routine de chacun. La scène change à nouveau, se dirigeant vers l'école, où les élèves se préparent pour une nouvelle journée de cours. Dans les couloirs, l'ami à lunettes, isolé, semble préoccupé, regardant quelque chose qu'il tient dans ses mains. Il a un petit appareil qui semble être la source de toute son anxiété. Le garçon observe le dispositif avec peur, pensez à l'application qu'il doit utiliser, transpirant d'anxiété. Il arrive à une conclusion, ce qu'il va faire est trop dangereux, mais l'image de la tatoueuse ne sort pas de sa tête, se remémorant l'ordre de tout préparer. Revenant au présent, il reste paralysé, ne sachant quelle décision prendre. Puis, le poing fermé, il se demande quelle devrait être la prochaine étape. Soudain, notre protagoniste touche son épaule, faisant sursauter l'étudiant à lunettes, tout effrayé. Le démon demande ce qui se passe et pourquoi il a réagi ainsi à son arrivée. Le garçon se retourne, encore sous le choc et transpirant nerveusement. Alors, il se demande s'il devrait demander de l'aide, mais il rejette rapidement cette idée, ne voulant pas impliquer son ami et pensant que peu importe à quel point le gars est fort, ce serait une erreur de l'entraîner dans cette histoire. Décidé à protéger son ami, il croit qu'il ne peut pas le laisser se blesser. Puis, au milieu de tout ça, cette fille rousse le heurte et le protagoniste sent une odeur familière. La fille, en tombant au sol, apporte une certitude absurde au jeune homme. Ce parfum, il l'a déjà senti auparavant. Ah, quelque part. Il aime l'odeur de la fille. L'ami à lunettes crie le nom de la fille tombée, tandis que les autres élèves restent pétrifiés. Pleine de peur, regardant cette scène avec le souffle coupé, réalisant que cette fille ne répond pas. L'étudiant court comme un fou pour aider, l'appelant à se réveiller. Il saisit ses épaules, inquiet, demandant si elle est malade ou si elle se sent mal. Soudain, cette fille se tord, révélant un visage pâle, avec les yeux révulsés et du sang coulant de son nez. Avec son apparence terrifiante, le garçon aux lunettes est projeté en arrière par une force invisible. Avec son œil démoniaque, éveillé, le protagoniste réalise que la fille émet une énergie démoniaque. À ce moment-là, un grand gars apparaît en courant vers la fille, criant son nom et demandant ce qui s'est passé. Il la met sur son dos, prêt à l'emmener à l'infirmerie. En passant, notre garçon remarque quelque chose d'inhabituel sur le bras de l'étudiante. Sur sa peau, il y a un tatouage d'un blason qui est extrêmement familier pour ce jeune démon. Il reconnaît le symbole de la famille Hilt et se demande comment la
fille humaine peut avoir cette marque. Avec son œil rouge brillant, il décide qu'il doit mieux comprendre cette situation. La scène change pour une nuit à l'hôpital, où la fille a probablement été amenée. Dans les couloirs de l'hôpital, une femme en uniforme de police est assise. Quand le protagoniste s'approche, sur le point d'entrer dans une des chambres, la policière se lève et bloque son chemin. Elle lui demande s'il est un ami de la patiente et prévient que personne ne peut entrer, car cette fille a besoin de repos. La policière est surprise lorsque le jeune homme capuchonné s'approche d'elle avec un regard intimidant et l'œil brillant de rouge. Il dit qu'il lui accorde l'oubli pour pouvoir passer. Immédiatement, les yeux de la femme commencent à briller, indiquant que le pouvoir du démon l'affecte et il semble qu'il soit en train de lancer un sort. L'effet se produit et la policière reste complètement paralysée, sous le contrôle du jeune démon capuchonné. La policière est maintenant assise, semblant complètement à l'ouest, sous l'influence du sort. Le protagoniste entre alors dans la chambre, laissant cette femme hypnotisée derrière. Dans le couloir, il réfléchit que cette capacité consomme peu de pouvoir démoniaque, mais l'effet est temporaire. Avec cela en tête, le jeune capuchonné se dirige vers la chambre pour affronter cette fille. L'étudiante rousse est réveillée, semblant épuisée, pauvre de elle, avec des cernes bien profondes. En voyant l'étranger, elle demande d'un ton méfiant qui il est et ce qu'il fait dans sa chambre. D'un ton sombre, le jeune démon ignore sa question et demande qui elle est réellement. Irritée, la fille s'emporte et questionne ce qu'il veut, envahissant son espace. Sans plus de cérémonie, il avance et saisit fermement son poignet, l'immobilisant. Surprise par cette agressivité, la fille crie de douleur et insulte l'intrus, mystérieux. Avec son œil rouge brillant, le démon la fixe d'un regard impassible et froid. Il lève son bras et demande comment la simple humaine a le symbole de la famille Hilt. La fille, irritée par cette question, crie qu'il dit des bêtises. Avec une aura violette terrifiante, le jeune l'avise qu'il vaut mieux qu'elle dise la vérité pour ne pas souffrir davantage. L'œil de notre garçon brille intensément alors qu'il exige de connaître toute la vérité sur l'identité de cette fille. Terrifiée par la pression, la fille reste paralysée et commence à transpirer, ne sachant quoi dire. Tremblante, cette étudiante tente d'expliquer la situation au démon devant elle. Soudain, une silhouette sombre apparaît derrière lui et la fille se demande si c'est un démon. Notre garçon s'approche de l'étudiante à l'hôpital et avec un regard menaçant, lui demande de tout dire ce qu'elle sait. Elle crie, effrayée, qu'elle ne sait rien, appelant le nom de Jair et révèle alors que, pour entrer dans un gang, elle a dû faire un tatouage et, en échange, elle recevrait de l'argent. Avec cela, le jeune encapuchonné a saisi son poignet et a remarqué une odeur étrange émanant d'elle. Il confirme que l'arôme est bien familier. Il l'a certainement déjà senti dans le royaume des démons. La scène change pour le royaume des démons, où un garçon nommé Ravs allume une torche sur le mur du haut. Nous apercevons une tour circulaire, et quelqu'un demande où va le petit démon. Je pense qu'il va mettre un like sur la vidéo, tu vois? Tu ne l'as toujours pas fait? Un autre démon, portant des lunettes de soleil, avertit que c'est une zone restreinte. Le petit démon lance simplement un regard ennuyé, ne se souciant pas de l'avertissement. Il dit à son camarade de se ressaisir et finit par l'appeler lâche. Avec un sourire moqueur, le démon aux lunettes s'énerve, vexé par la provocation de son ami. Et il se défend en jurant qu'il n'a pas peur, il ne veut juste pas avoir des ennuis. Ravs dit qu'il peut partir, mais le blond ne veut pas le laisser seul, pensant qu'il va avoir des problèmes. L'ami aux lunettes demande jusqu'où il prévoit d'aller dans cet endroit risqué, et puis les deux continuent à marcher dans un couloir sombre rempli de bazar. Le démon aux cheveux verts appelle son ami et demande s'il était au courant d'un truc. Le garçon fait mine de ne pas comprendre, disant qu'il n'a aucune idée de ce dont il parle et demande plus de précision. Celui avec les lunettes commence à raconter une histoire sur des yeux qui transcendent leur propre espèce. Il dit qu'il connaît deux façons par lesquelles ces êtres finissent par devenir aveugles. La première est une lumière très forte qui les éblouit, et la seconde est une obscurité totale qui les paralyse. Soudain, le démon aux lunettes demande le silence, et qu'ils restent alertes à tout bruit suspect. Ravs se tait aussi, réalisant qu'il se passe quelque chose de louche à proximité. À ce moment-là, une main tenant une fleur violette brillante apparaît par une fissure dans le mur. Les deux garçons, terrifiés, se cachent et se demandent ce que c'était que ça. Le petit démon, extrêmement curieux, décide de s'approcher pour voir la fleur de près, mais l'ami est toujours dans un mode prudent. « C'est dangereux, mec !» Et là, on peut finalement mieux voir cette fleur violette brillante avec une tige fine, presque comme si c'était un piège. Mais ensuite, il tombe sur un corps étendu sur le sol et le blond reconnaît immédiatement. « C'est Jérémy Riot, mec !»
Et il n'y a pas de doute, en le regardant, on voit que le pauvre a déjà dit adieu à la vie. En s'approchant prudemment, il voit des fleurs couvrant les yeux et la poitrine du gars. Raves essaie de toucher une des fleurs, mais l'ami crie « Mec, ne touche pas à cette saloperie !» Dès qu'il arrache la fleur, une odeur nauséabonde envahit l'air, presque, comme un avertissement que ça ne va pas. Pendant que l'ami s'affole, le démon aux cheveux verts écarquille les yeux de terreur en voyant ce qui se passe vraiment. Il commence à dire que la fleur est légendaire. C'est la sinistre fleur Rhodora. Mec, à ce stade, une créature sombre aux yeux rouges clairs apparaît avec un sourire diabolique, disant qu'elle en a très envie. Alors, la scène coupe vers le monde humain. En montrant quelques bâtiments illuminés la nuit, notre héros, seul dans son style, traverse une ruelle sombre et déserte en plein centre-ville. Enfin, il arrive à sa destination, le salon de tatouage de la célèbre DJR. Le jeune homme capuchonné commence à rassembler les pièces et se demande si tout cela n'est qu'une grande coïncidence. À un autre endroit, une enseigne de sortie de secours brille dans le couloir d'un bâtiment. Un groupe d'hommes discute et l'un d'eux lâche « Pourquoi le chef est-il si obsédé par cet étudiant ?» Un gars blond, tout tatoué, tient une boule bleue et demande s'ils vont vers la technologie. Il montre alors que cette bande bleue est le nouveau produit que le chef Yang Mo vient de lancer. Un ami met en garde contre les effets secondaires, mais le blond s'en fiche. Il veut juste ressentir de l'adrénaline et le reste, il s'en moque. Mais à ce moment-là, le protagoniste fait son apparition, avec un regard défiant et le tatouage sur le cou du gars qui est le braisin rythmico. Il identifie rapidement l'ambiance. Le blond a l'air bien aguerri, tandis que l'ami jette un regard inquiet. Le jeune homme capuchonné s'approche alors du groupe et demande s'ils ont fait des tatouages comme la DJR. Un des membres du gang, un brun, s'approche et se moque, demandant s'il est pote avec la tatoueuse. Il passe à l'attaque, saisit agressivement le visage du protagoniste, exigeant plus de respect. À cet instant, les yeux de notre brave brillent d'une lueur rouge intense, montrant que la patience est épuisée. Dans un mouvement de ninja, il donne une claque au visage du malandrin et le jette au sol, laissant le reste du groupe paralysé. Le blond reste étendu, vaincu sur le sol, et ses amis, incrédules face à ce qu'ils viennent de voir, semblent avoir perdu toute contenance. Un des sbires pousse un cri hystérique, demandant qui a envoyé le gars au capuchon. Sans un mot, le brave se prépare à donner un coup de poing direct au visage et, avec une vitesse incroyable, délivre un coup dévastateur, brisant le nez de l'adversaire. Le troisième sbire, qui était tout bien habillé, crie en paniquant en voyant ses amis tomber, deux d'entre eux étant évanouis au sol. Le dernier se lance avec des paroles de bravoure, mais cela n'effraie même pas notre personnage. Le héros s'attaque alors au dernier membre de la bande, mettant fin au combat et laissant tous les autres au sol. Flasque. Il reste là, immobile au milieu du couloir, un véritable homme de spectacle. Mais, surgissant de nulle part, le dernier ennemi apparaît par derrière avec un couteau, prêt à une attaque surprise. Cependant, ayant des instincts aiguisés, le jeune homme en capuche reconnaît la menace et esquive à la dernière seconde, ne laissant aucune chance à son adversaire. Il riposte. Avec un coup de pied précis au visage du bandit, après avoir neutralisé les autres, il s'approche de l'un des tombés. Avec un regard intimidant, il demande où se trouve le tatouage appelé DJR. Le blond, celui qui a reçu la première raclée, donne l'ordre à ses sbires d'éliminer l'intrus. Soudain, les yeux du blond deviennent noirs. Il jure qu'il va en finir avec notre héros. La silhouette en capuche est surprise par l'onde d'énergie démoniaque qui émane du gars, s'intensifiant de façon incroyable. Alors, avec un cri sauvage, le blond possédé se lance à l'assaut de manière désordonnée. Le protagoniste comprend que la substance a amélioré le type et recule d'un pas. Mais, dans le feu de l'action, il marche sur l'un des cadavres de ses sbires, et bam, il tombe au sol. Le blond en profite pour sauter et viser une attaque finale dévastatrice. Il prépare un coup chargé d'énergie démoniaque, visant directement la silhouette encapuchonnée au sol. Mais notre héros ne se laisse pas intimider. Il fait face à la situation avec sérieux, prêt à répondre à la hauteur. La scène effectue un saut vers une vue nocturne du ciel, avec des lampadaires et des fils électriques se mêlant. Dans un autre coin, un jeune homme s'excuse auprès d'un groupe, disant que l'application est encore en développement. Le chef, allongé sur le canapé, se plaint d'avoir déjà entendu cette histoire et exige des résultats. Des heures, bon sang. L'un des sbires annonce alors qu'ils ont attrapé le traître qui détournait l'approvisionnement de la balle bleue. L'homme, tout affolé, commence à crier, suppliant pour sa vie, disant qu'il a fait une bêtise. Il continue à demander une chance et jure qu'il ne recommencera plus jamais. Mais le chef et ses subordonnés observent en silence, voyant le désespoir du prisonnier. Le leader du groupe, dans un mouvement dramatique, prend le bouquet de roses bleues qui se trouve dans un vase. Les fleurs se fanent soudain dans sa main et se transforment en quelque chose de tranchant et de létal.
Le traître est en état de choc, tout en sueur et nerveux, regardant la scène absurde. Il essaie encore de supplier pour miséricorde, avec des larmes coulant sur son visage, mais cela semble vain. Réalisant que sa fin approche, l'homme commence à crier de pure terreur. Quel désespoir, mec! Le chef aux cheveux violets et la fleur elle-même transformée, brillant avec l'énergie violette insensée. Alors, dans un mouvement rapide, il utilise la fleur pour infliger une punition sévère au traître. Aux oreilles, le type se tord de douleur sur le sol, criant alors qu'il paie pour son acte de trahison. La tatoueuse, qui observe tout de près, affiche une expression de tristesse et de choc. Même avec tout ce bazar, le gars essaie encore de demander de l'aide, mais personne ne veut l'entendre, ignorant ses cris. Le chef tient fermement la fleur brillante, se préparant pour le coup final. L'ombre du filou apparaît sur le mur, alors qu'il est réduit au silence une bonne fois pour toutes. La scène dévoile la brutalité de l'attaque, ne laissant aucune chance de défense au traître. Le prisonnier pousse un dernier cri d'angoisse avant de s'effondrer enfin au sol. Avec le travail terminé, le leader fixe ses subordonnés et affirme qu'il n'y a pas de seconde chance. Il fixe les autres et dit qu'il espère que tout le monde a bien reçu le message. La tatoueuse reste silencieuse, avec un regard de peur et de résignation gravé sur son visage. Alors, le chef lui lance un regard menaçant et demande si elle a compris le message. D'un regard glacial, le leader lui ordonne d'arrêter de chercher des excuses et d'apporter l'application rapidement. La tatoueuse bégaye, acquiesçant et affirmant qu'elle a compris l'ordre. La scène coupe à une vue nocturne de la ville, avec un ciel étoilé et des bâtiments étranges. Puis, la scène s'éloigne, se déplaçant dans la rue, préoccupée, pensant qu'elle pourrait aussi avoir des ennuis. Dans le désespoir, elle prend son téléphone et essaie d'appeler quelqu'un appelé Citron, implorant qu'il réponde. Dans un coin sombre, le téléphone commence à sonner et vibre sur une table. Un jeune homme aux cheveux verts, assis devant son ordinateur, remarque l'appel et est surpris. Le garçon aux lunettes devient un peu agité, tandis qu'il hésite. Répondre à l'appel inattendu. Après un moment d'hésitation, il décroche, disant timidement « Allô ». De l'autre côté se trouve le blond de la bande, tout blessé et forcé de parler. Le protagoniste explique que les gens là-bas ne voulaient pas collaborer. Le jeune à lunettes est complètement confus, ne comprenant pas cette situation. Alors, le capuché va droit au but et demande s'il connaît quelqu'un appelé DJ Ri. Et devine quoi? Il révèle qu'il sait que c'est Sion qui a répondu au téléphone du programmateur auparavant. Le garçon de l'autre côté du fil est sous le choc et demande comment il savait pour Jerry. Le héros explique qu'il a vu le nom sur l'écran et demande s'il sait où habite le programmateur. Sion entre dans une panique. Si ces gars-là sont aussi allés après Jerry. De l'autre côté du fil, le héros dit qu'il est dans le magasin de tatouage à la recherche de Jerry, mais il n'est pas là. Le capuché est un peu confus par la réaction du garçon, qui ne comprend plus rien. Descendant les escaliers, un petit animal blanc aux grands yeux croise son chemin. De l'autre côté du fil, il se désespère et prévient le mignon de ne pas s'impliquer car il est déjà en route. Soudain, l'appel se coupe et le gaz au capuchon est totalement perplexe face à l'appel terminé. Il baisse son téléphone et réfléchit à l'écran. Son attention est ensuite détournée vers le petit animal blanc qui joue avec une cloche sur le sol. La petite créature réalise qu'elle est observée par le gars au capuchon. Le héros décide d'interagir avec le chaton, l'appelant « boule de poil » et commence à discuter. Il prend le chaton et reste effrayé de le voir de près, l'interrogeant. Il demande s'il est compris et le chat répond simplement par un miaulement. Avec un regard qui brille de rouge, il demande au petit être de parler d'une manière qu'il puisse comprendre. Le chat crie, complètement terrifié, et répond à haute voix « Oui, monsieur, je comprends !» Il se rappelle alors que la dernière fois c'était un rat, avant c'était une chauve-souris, et maintenant un chat. Les bras croisés, le gaz au capuchon demande quel animal c'est. En réalité, la créature révèle qu'elle est le moniteur du royaume des démons désigné pour surveiller des prisonniers en secret. L'animal explique qu'il gardait un œil sur les lords Rab, et le héros se demande s'il est vraiment un démon. Le moniteur ne comprend pas comment il a été repéré et le jeune ne se rend compte que cela attire beaucoup l'attention. De plus, notre héros souligne que la créature marche sur deux pattes. Le moniteur entre dans une panique, bien sûr, avec une expression ennuyée. Le type au capuchon conclut qu'il ne vaut pas la peine de poser plus de questions. Avec son œil brillant intensément, il exige que le maître de la créature se montre enfin. À cet instant, l'œil du petit chat brille aussi d'un rouge très vif, signalant une connexion. La scène se déplace vers un bureau luxueux où nous voyons Bambi, qui commande sur la rapidité des choses. Notre héros demande si son ami est derrière toute cette histoire, mais l'autre, offensé, nie. Le type au capuchon
sans patience pour les jeux, veut savoir ce que Booba prépare cette fois. Avec un sourire malicieux, le démon aux lunettes feint de ne pas comprendre et demande ce qu'il a fait. Sans patience pour les plaisanteries, le protagoniste décide de changer de sujet et pose une autre question. Il demande si un prisonnier peut utiliser le pouvoir démoniaque dans le monde humain. Ce petit animal répond que, pour chaque règle, il existe toujours ses exceptions. Son pote lâche qu'il découvrira bientôt la réponse et demande s'il a autre chose en tête. Alors, le moniteur se souvient de cette fameuse fleur, ou Dora, en disant que son odeur est merveilleuse, mais aussi très forte. Il se souvient que Bambi avait aussi déjà senti ce parfum et qu'il est interdit dans les royaumes des démons. Le blond confirme que les gars des administrateurs sont au courant que la famille Hilt s'est répandue dans le monde humain, et notre protagoniste est déjà furieux, confirmant que la faute revient entièrement à la famille Hilt et commençant à douter de leur pouvoir. L'ami aux lunettes laisse échapper un petit rire moqueur et appelle le nom de Raves. Il explique que le monde humain est devenu un parc d'attractions pour les conspirations. Avec ce sourire malicieux, il suggère que, puisque notre ami est là, il devrait nettoyer tout ça. Le moniteur annonce la nouvelle et le héros est choqué, ne comprenant rien à ce qu'il veut dire. Alors, le petit animal improvise et demande à Bambi d'expliquer le bazar avec un visage innocent, mais cette petite créature pousse un miaulement confus. Juste pour déguiser la situation, notre protagoniste a l'air prêt à exploser, avec des yeux brillants d'un rouge menaçant. À cet instant, la scène coupe vers un ciel nocturne, tandis qu'une voix grogne de frustration. Peu après, la tatoueuse, les cheveux en désordre, se plaint de ne pas pouvoir parler à personne au téléphone. Le gars est furieux et se demande s'il a pété les plombs en ne répondant pas à l'appel. En regardant l'appareil, il grogne que tout ça devient insupportable. Alors, enfin, l'appel est pris et il signale que Lincoln est totalement à l'ouest. Lincoln est tranquillement affalé devant son ordinateur en prenant l'appel. La tatoueuse, alors, fait savoir à ses amis qu'ils vont traquer cette saloperie de Sion. La scène change à nouveau, montrant le ciel étoilé dans une transition de mise au point, revenant à notre personnage principal. Il se trouve en train de questionner un être qu'il appelle moniteur. Il ne parle pas à des gens, mais à un chat qui confirme qu'il reçoit les informations directement. Le jeune homme demande alors au petit animal de revenir à sa forme originale, laissant la créature surprise avec un regard intimidant. Le jeune demande si le chat veut qu'il force la transformation. Le félin s'effraie et commence à briller d'une lumière intense, amorçant le changement. À mesure que la lumière diminue, une fille aux cheveux bleus avec des cornes apparaît à la place du chat, se posant doucement devant notre protagoniste qui la regarde avec dédain. Le garçon ne semble pas impressionné et pense qu'elle est ratée, mais imagine qu'elle a une raison d'avoir été envoyée. Il décide alors de lui demander son nom. La fille aux cheveux bleus devient timide et dit qu'elle n'a pas de nom. Le protagoniste décide donc de lui donner un nom et l'appelle Estrit. La jeune fille répète le nom avec des yeux brillants d'émotion, heureuse d'avoir enfin reçu un nom. Elle remercie son maître Graves pour cet hommage. Il lui demande de partager tout ce qu'elle sait sur le monde humain. La scène coupe alors vers une autre partie de la ville, où la nuit est agitée. Nous voyons un jeune homme courant désespérément alors qu'il essaie de reprendre son souffle. Il court dans les rues en pensant que son ami Mimo est en danger à cause de lui. Le garçon continue sa course frénétique en tenant un bouquet de fleurs et un trophée dans la main. En s'approchant, on remarque que c'est un prix de défi d'application et qu'il l'a reçu au nom de Lincoln. Et là, il devient clair que ce gamin est Lincoln qui est recherché. Il s'arrête brusquement, terrifié, entouré par un groupe d'hommes devant un Havan. L'un d'eux mentionne avoir entendu que le prix en argent s'élève à 50 millions. Le chef de la bande sourit et dit que le jeune est une affaire précieuse, ordonnant à ses gorilles de l'attraper. Le jeune développeur reste paralysé de peur, ne sachant pas quoi faire. Dans un désespoir total, il crie et finit par faire tomber le bouquet de fleurs au sol. Peu après, le gamin se retrouve déjà dans la camionnette, entouré par ses muscleux. L'un des gars lui dit de ne pas trembler parce que cela n'est qu'une affaire. Ils montrent une mallette remplie de 50 millions et exigent qu'il remette l'application. Comme ça, tranquillement, dit-il qu'il n'a pas créé une chose à vendre à qui que ce soit. Le gars aux cheveux violets le fixe en silence, semblant ne pas se soucier du tout de ce qu'il a dit. Le gars aux cheveux violets répond « Qu'importe la vie du gamin ?» Et avec cela, le jeune commence à pleurer de désespoir total. Mais ensuite, il se ressaisit. Soudain, il semble prendre une décision radicale. Alors, dans un flashback, on le voit courir pour empêcher son ami qui était avec le DJ, sauf que pendant qu'il court, il heurte quelqu'un dans la rue. Il s'excuse rapidement pour la collision, sans regarder la personne. Mais quand il lève les yeux, il tombe nez à nez avec le groupe qui le recherchait à cause de l'application. Le garçon reste paralysé de peur, ne sachant pas comment réagir à cette situation. Le groupe l'entoure et l'un des gars l'appelle par son nom complet, Lincoln. Le chef de la bande, avec un sourire malveillant, prévient que le garçon est complètement fini. Alors la scène revient au présent avec un cri.
nous voyons le jeune jeté au sol. Les gars informent que leur tâche maintenant est de s'occuper de l'application de cet endroit sinistre. Désespéré, le jeune programmeur implore qu'il lui laisse un petit moment pour lui, mais ils ne font que prévenir qu'ils vont surveiller chaque pas qu'il fera dehors. La porte se ferme et le garçon se retrouve abandonné dans une chambre sombre, jeté par terre. Il se lamente, pensant que tout est fini d'un coup. De l'extérieur, un groupe d'hommes se moque de lui, riant, parce qu'il a l'air d'un complet perdant. Il commence à parler du nom de l'application qu'il a créée, disant « Je suis ici ». Un des sbires soulève des questions sur comment une application appelée ainsi peut être un canal de distribution. On voit alors un jeune homme avec des lunettes devant un ordinateur, trouvant clairement ce nom plutôt naze. L'écran de l'ordinateur montre un logo très simple, avec 2 petites images et un cercle autour. Changement de scène, un type flamboyant avec des cheveux violets s'approche de son équipe en demandant si tout est prêt pour commencer. Il mentionne que ce Mion a fait est la pièce maîtresse du projet, le ruban bleu. Leur plan, bien sûr, est de recueillir les données des acheteurs pour manipuler le marché comme ils l'entendent. Dans l'arme qu'ils vont utiliser, la fonction de localisation en temps réel de l'application, un des subordonnés, tout excité, demande s'ils vont enfin vendre le ruban bleu. Le chef, avec un regard sérieux et confiant, montre une balle bleue dans sa main et confirme « c'est le ruban bleu ». Le garçon déclare qu'il est temps de présenter ce truc au monde. Alors la scène coupe à l'école, où quelqu'un appelle une amie pour télécharger une application. La fille montre son téléphone en garantissant qu'on peut gagner 30 000 raies par personne avec ça. La nouvelle se répand et toute la salle commence à utiliser l'application pour faire de l'argent facilement. Une élève, étant pressée par une autre, se voit obligée de s'inscrire et d'ajouter son amie aussi. Elle découvre qu'il y a un événement d'inscription sur l'application où elles peuvent gagner de l'argent. Le produit, appelé ruban bleu, n'est rien d'autre que des pilules de régime. Pendant ce temps, de retour chez les méchants, ils sont sous le choc avec le record de nouveaux utilisateurs en seulement un jour. Les sbires sont impressionnés et glorifient le chef, qui s'appelle Young Mo. Mais le type change rapidement de sujet et demande s'ils ont attrapé le responsable qui a détruit son magasin. Un des sbires est confus et demande s'il s'agissait d'une chauve-souris qui a détruit le lieu. Il décide d'aller à la salle de sécurité et de jeter un œil aux images des caméras. Dans l'enregistrement, apparaît une chauve-souris géante regardant directement l'objectif. Surréaliste. La tatoueuse demande à propos des autres enregistrements, mais sur l'autre écran, tout ce qui apparaît est un rat faisant une grimace à la caméra. La femme est furieuse, essayant de comprendre la logique de cela. Un autre membre de l'équipe jette un coup d'œil à son téléphone et semble avoir reçu un message. Il appelle Jair. Rick répond d'un ton très grusé, encore agacé. Son partenaire l'informe que le ruban bleu vient d'arriver et qu'ils doivent se dépêcher. La scène change pour la ville, avec un magnifique coucher de soleil à l'horizon, et nous voyons notre protagoniste, le visage très sérieux, rencontrant une créature étrange dans une ruelle. Il demande ce qu'elle fait là. En réalité, le jeune parlait avec un petit démon au sujet de l'enquête qu'il avait demandé. Cette fille a l'air très heureuse et dit qu'elle a enfin tout découvert. Ailleurs, notre héros tombe sur un homme blond inconscient sur le sol, entouré de balles bleues. Il prend une des balles et, en reniflant, reconnaît l'arôme de la fleur Eridora. Le jeune comprend qu'ils utilisent cela pour éveiller des pouvoirs chez les gens, mais se demande comment ils ont réussi à obtenir cette fleur, étant donné qu'elle était éteinte dans le royaume des démons. L'assistant informe que la balle ruban bleu est vendue comme pilule diététique. Il est curieux et demande des informations sur la matière première de ce produit. La fille aux cheveux bleus explique que, étant un produit secret, il est difficile de retracer les matériaux. Le jeune s'énerve, pensant qu'elle n'a rien apporté d'utile, mais elle rétorque rapidement en disant qu'en réalité, ils peuvent retrouver le fabricant en suivant la trace d'énergie démoniaque. Le protagoniste, Jepa, demande pourquoi elle ne s'est pas renseignée, et la fille dit que c'est parce qu'elle a reçu des ordres pour le suivre. Quand elle mentionne le nom de Bambi, le jeune devient encore plus en colère et demande si elle a tout dit à lui. Le petit démon commence à pleurer et s'excuse, s'exaltant qu'elle doit suivre les ordres des deux. À ce stade, le protagoniste la pousse contre le mur et dit-lui de choisir son vrai maître. Elle est dans un dilemme sinistre et ne sait pas comment se positionner. Le garçon, alors, lui fait une proposition, jurant qu'il ne sera plus une créature inférieure. L'assistante, pleine d'espoir, a une vision de la façon dont elle peut devenir forte à ses côtés. Sans réfléchir à deux fois, elle s'agenouille et jure fidélité, offrant son sang et sa chair. Satisfait de la réponse, le héros sourit et tend la main à sa nouvelle subordonnée. Il affirme que, dorénavant, elle sera sa servante personnelle, laissant la fille émue. Soudain, un petit esprit jaune surgit de la petite démone. Le protagoniste, avec un sourire malicieux, ordonne à l'esprit de Bambi de se perdre. Une fois tout réglé, il déclare qu'il est temps d'aller à l'endroit où le ruban bleu est entreposé. Le duo se dirige vers la cour remplie de conteneurs. C'est au milieu de cette forêt nocturne que l'assistante confirme que c'est là qu'on trouve la plus grande concentration d'énergie
et il lui ordonne d'ouvrir un conteneur. Cependant, la fille pointe vers le conteneur qui est verrouillé avec des chaînes trop épaisses. Le héros lui demande alors de s'éloigner et, avec un regard brillant, prépare un coup de poing. Alors, mon ami, d'un seul coup de poing, il brise les chaînes et la serrure du conteneur, laissant son assistante sans voix. Ces chaînes s'effondrent au sol et la porte du conteneur s'ouvre, révélant son contenu. Notre héros affiche une expression très intense tandis que sa partenaire, toute confuse, ne sait pas comment agir. Tout à coup, une odeur nauséabonde commence à s'émaner de l'intérieur du conteneur et tous deux commencent bientôt à se sentir mal. À l'intérieur, ils trouvent une multitude de blocs et une substance étrange qui dégage une aura sombre. L'odeur est si forte qu'elle les fait se tordre et la fille demande si c'est tout. Le jeune homme jette un regard en arrière avec mépris et réalise bientôt que cet endroit est très mauvais. Le ruban bleu qu'ils ont vu auparavant, en réalité, ce sont des plantes qui poussent de partout dans les conteneurs. La narration nous transporte alors dans un souvenir du passé, dans un endroit complètement désolé et rempli de falaises. Là, l'oncle de notre héros l'appelait neveu faible et inutile. Mais le jeune démon ne se laissait pas abattre. Le garçon renvoie les insultes avec colère. L'oncle aux cheveux roses n'aime vraiment pas l'attitude du gamin et affirme qu'il devrait simplement disparaître. Alors, sur ce, l'oncle envoie un direct au visage du protagoniste. Le jeune essaie de se défendre, mais la force du coup est brutale. Le vilain a un regard froid et cruel, tandis qu'il continue l'agression, sans aucun type de clémence. Le garçon finit par être projeté du précipice, criant de douleur et de désespoir, tandis qu'il tombe au fond du puits. Il maudit son oncle de toute la force de sa haine. Là-haut, l'homme aux cheveux roses, connu sous le nom de Ray, se demande s'il va abandonner si facilement. Cette chute semble interminable, mettant en valeur la hauteur absurde du précipice. Enfin, le garçon touche le sol avec un bruit qui provoque une douleur insupportable. Alors, peu après, son oncle apparaît et demande de manière sarcastique s'il est toujours en vie. Lavis, étourdi et confus, réalise que d'une certaine manière, il a survécu à l'impact. Il commence alors à regarder autour de lui et tombe sur un cimetière de démons couvert de fleurs étranges. Notre héros est choqué par la vision surréaliste de cet endroit macabre. Son œil rouge s'écarquille, terrifié par ce qu'il voit. Une narration commence à couler, présentant la division éternelle entre la lumière et l'obscurité. Au début de tout, elle révèle que certains êtres n'appartenaient à aucun des côtés, créant leur propre trajectoire. La scène change pour des humains primitifs avec des expressions de peur et de surprise, entourant un corps décoré de fleurs violettes. Le narrateur explique que ces fleurs sont nées des désirs des anges et des démons déchus. La révélation est impactante. Le seul but de ces plantes est, littéralement, de ruiner le monde. À un autre endroit, deux figures observent une énergie colossale, quelque chose de destructeur, et peu après, nous sommes présentés à ces deux êtres, qui semblent être des démons. En coupant la scène, un jeune commente que ces choses auraient dû être brûlées. Il est stupéfait de voir un conteneur bourré de boîtes avec ce matériau dangereux. Et là, le jeune explique à sa compagne que ces fleurs, désespérés, ils ont commencé en premier dans le monde humain. Il décrit le monde humain comme un espace entre lumière et obscurité où tout s'entrelace. On dit même que les humains croyaient avoir complètement éradiqué ce fléau. De plus, il conclut que l'apparition simultanée de ces fleurs dans les deux mondes était quelque chose de conçu. À cet instant, son partenaire aux cheveux bleus réalise qu'il y a quelqu'un d'autre à proximité. Tout à coup, une lanterne s'allume, dirigée vers eux. Effrayés, les deux se retournent pour faire face à ceux qui les ont trouvés dans l'obscurité de la nuit. Le groupe de personnes s'approche et l'un d'eux demande ce qu'ils font là. Une femme à l'avant du groupe reconnaît le jeune homme comme le gars du magasin de tatouages. Sa compagne lui dit que la femme est l'indienne connue sous le nom de Ravis. Curieuse, la femme demande qui il croit être pour envahir son magasin de cette manière. Ignorant totalement la question, le jeune homme veut savoir si elle est responsable de ces containers. Il pose alors une question terrifiante, lui demandant si elle est consciente de sa matière première. La femme, avec un sourire moqueur, répond si elle essaie de voler les secrets du commerce. Le jeune homme semble s'en moquer et dit que cela ne la regarde pas, mais son œil brille en rouge, affirmant qu'il ne peut pas l'ignorer. La femme prévient alors ses sbires de ne pas échouer à nouveau avec ça. Elle leur offre ce qu'elle appelle une bonne ration spéciale. Deux des gros bonnets s'excitent et demandent s'ils peuvent manger gratuitement. Elle leur dit alors de se taire et de manger sans réfléchir à deux fois. Les sbires commencent alors à dévorer les fleurs. Pendant ce temps, le jeune homme demande à sa partenaire de se cacher, car elle ne ferait que causer des problèmes. Tout à coup, les hommes commencent à se transformer en une aura sombre, et une aura sombre enveloppe leur chef. Elle pointe le garçon et donne l'ordre à ses hommes de l'attaquer. Les petites fleurs bleues qu'ils ont utilisées sont éparpillées sur le sol. Le groupe d'hommes transformés se jette alors sur le protagoniste, qui les traite d'idiot. À ce moment-là, son œil brille intensément,
et il ressent l'énergie démoniaque colossale du lieu. Le premier sbire donne un coup de poing, mais le jeune esquive avec aisance. Notre garçon, dans le feu de la bataille, a riposté avec un coup brutal au ventre du sbire, le tirant par le col comme s'il s'agissait d'une marionnette. C'était l'heure du spectacle, mon ami. Avec un regard sérieux capable de geler le feu, il a défendu ses autres ennemis, prêt pour ce qui allait arriver. Évitant habilement une nouvelle attaque, il frappe le bras de son adversaire en plein et, dans un mouvement précis, le garçon a asséné un coup de poing droit au visage du sbire. Rapide comme un éclair, il s'est protégé de l'attaque. Ensuite, il a été saisi par un autre sbire, qui l'a projeté dans les airs comme un poids de papier. Fou de rage, il a crié contre l'ennemi gémissant de douleur. Usant de sa propre force, le sbire l'a écrasé avec toute sa puissance au sol, tandis qu'un autre chargeait dans sa direction. Un des costauds a décidé de frapper avec un coup puissant, mais le jeune, même au sol, s'est défendu avec maîtrise. Regardant le combat avec un mélange d'horreur et d'amusement, la chef des sbires, de l'autre côté, laissait échapper un sourire sadique, trouvant tout cela divertissant. Les adversaires se sont relevés, semblant s'être transformés en créatures encore plus monstrueuses. Tous ensemble, ils ont avancé vers le jeune comme un mur de muscles. Il a esquivé les attaques et a remarqué qu'il y avait quelques plus puissants parmi eux. Et alors, notre protagoniste a décidé de faire un pas en arrière, réfléchissant à une nouvelle stratégie. Il a sauté et s'est positionné au sommet d'un des containers comme un véritable acrobate. De là-haut, il a plongé la main dans une boîte et en a sorti un objet violet, révélant qu'il semblait pouvoir être quelque chose de puissant. En tenant l'item, son œil brillait d'une intense énergie violette, comme un mystère certain. Sans hésiter, il a lancé la poudre violette sur les sbires en bas. Les sbires ont commencé à tousser et à s'étouffer avec la fumée étrange. On aurait dit une scène de film, tu sais. Le protagoniste a également ressenti l'effet, mais ce n'était pas vraiment l'odeur qu'il voulait. L'énergie démoniaque en lui a réagi comme si elle avait reçu un choc. Un des sbires est tombé au sol en agonisant à cause de la poudre, un peu comme un effet zombie. Profitant de l'occasion, il a balancé sa main sur le visage du gars tout en écrasant son visage entre ses mains. Il a enfoncé sa tête dans le sol avec toute la force qu'il avait. Le jeune démon ne s'est pas retenu, utilisant toute la force dont il disposait. Il a écrasé la tête de l'autre sur le sol. Encore une fois, un autre adversaire a tenté une attaque, mais il n'a même pas eu le temps de respirer et a reçu un coup de coude en pleine face. En quelques secondes, tous les ennemis étaient allongés sur le sol, vaincus comme s'ils étaient des poupées. Cependant, un des sbires n'a pas abandonné et a essayé de donner un coup de pied. Mais le garçon a maintenu sa jambe dans les airs avec une expression de quelqu'un qui ne plaisante pas, tu vois. Et, d'une manière brutale, il a brisé la jambe du gars. Un peu de miséricorde, bordel, le garçon est dur. Mon fils, le dernier sbire, étant le colosse, a fait face au jeune et s'est élancé en criant. Mais notre garçon a arrêté le poing du géant d'une seule main. Avec un mouvement habile, il a tordu le bras de l'adversaire comme s'il jouait, et, tout d'un coup, il l'a soulevé et jeté par-dessus son épaule, style lutteur professionnel. T'es fou? Le gars est vraiment fort. Avec les yeux brillants, d'une énergie maléfique, il se préparait maintenant à donner le coup final et, alors, utilisant toute sa force, il l'a projeté violemment au sol, comme s'il s'agissait d'une poupée de chiffon. Le chef des sbires était stupéfait, se demandant comment, au XXIe siècle, il avait réussi à faire tout ça tout seul. La tête baissée, le jeune dégageait une fumée d'énergie, ressemblant à un véritable monstre, goût humain si tu vois ce que je veux dire. La femme, terrifiée, observait le spectacle auquel elle assistait. Quand il a relevé les yeux, une aura sombre a commencé à l'envelopper et ses yeux brillaient d'une intensité effrayante. Elle tremblait, se demandant s'il était un esprit ou quelque chose d'encore plus sinistre. Le protagoniste, avec un regard démoniaque et une énergie qui faisait dresser les cheveux de la femme, l'a fixé avec intensité. Changeant de scène, nous voyons maintenant une ballerine solitaire sur une scène éclairée par des projecteurs. Cette fille danseuse, avec une grâce singulière, s'est présentée au public. Une voix mystérieuse a déclaré que c'était le moment de Yuri, sa fille. Dans un autre coin, une femme regardait la représentation sur un écran, louant avec fierté le talent de la fille. Mais, à cet instant, deux hommes ont envahi la salle et l'ont appelée sa cliente spéciale. La madame, furieuse, leur a demandé qui ils pensaient être pour envahir cet endroit. Le jeune aux cheveux roses pose un pot de pilules bleues sur la table et prévient que c'est une livraison. La femme est choquée en voyant le pot. Le visage horrifié se reflète dans le verre plein de pilules. L'homme la rassure en disant qu'ils s'occuperont de tout. La madame, désormais inquiète, demande si tout ira bien. Avec un petit sourire moqueur, le jeune remet en question son anxiété. Il révèle qu'il avait déjà donné plusieurs de ces pilules à sa fille. Sur la scène, la ballerine commence à effectuer des contorsions étranges, comme si elle perdait le contrôle ou faisait une sorte d'exorcisme. La mère crie le nom de sa fille désespérément, n'en croyant pas ses yeux. À l'écran, le visage de la jeune fille commence à se déformer, tandis que la mousse s'écoule de sa bouche. Ses mains ne semblaient plus humaines. L'homme observe calmement
calmement que la fille avait certainement des crocs et demande alors à la mère combien de pilules elle avait donné à sa fille. La femme, désespérée, crie à sa fille de s'arrêter. La ballerine, prenant une dernière pose bizarre dans les airs, tombe en hurlant de douleur tandis que son corps se contorsionne. Le public est terrorisé et confus, ne comprenant pas ce qui vient de se passer. Les agents de sécurité regardent la fille sur scène, perplexes, demandant ce qu'on lui avait donné. La mère de la ballerine surveillait tout par écran, en état de choc, n'en croyant pas ses yeux. Puis, tout à coup, elle a craqué et a crié qu'elle avait promis qu'il n'y avait pas d'effet secondaire. Le jeune aux cheveux roses, avec ce sourire sarcastique, a répondu que cela ne se produisait que si elle respectait le bon dosage. Le gars, sans pitié, a déclaré que sa fille n'avait plus d'espoir. La femme a commencé à sombrer dans le désespoir, réalisant que la jeune fille serait à jamais prisonnière des pilules. Et, si cela ne suffisait pas, l'humain a même dit qu'elle deviendrait une cliente VIP à vie, puisque la fille ne vivrait pas, sans drogue. Là, la mère a explosé de rage et a commencé à crier sur tout l'argent qu'elle avait dépensé pour la carrière de sa fille. Le gars en rose l'a seulement regardé, avec ce sourire satisfait sur le visage. Totalement abattue, la femme est tombée à genoux. À ce moment-là, le téléphone a sonné et le nom Inde est apparu à l'écran. Le jeune a répondu avec une expression ennuyée, demandant ce qu'elle voulait. De l'autre côté du fil, Jari était terrifié, s'excusant auprès de son patron, Yang Mo. Alors, le protagoniste saisit le téléphone et demanda si c'était lui qui fabriquait les pilules bleues. La réponse immédiate fut un choc. Yang Mo, qui voulait savoir qui était de l'autre côté, regarda sérieusement le jeune homme qui confirma qu'il avait enfin trouvé le responsable. Il dit alors qu'il avait besoin d'avoir une petite conversation avec le gars, ce qui rendit Yang Mo terrifié. Avec un regard tendu, le protagoniste affirma qu'il était urgent de trouver un endroit. La scène coupa ensuite pour une zone isolée près de quelques containers, la nuit. Les hommes inconscients gisaient au sol, tandis que notre garçon se demandait pourquoi les gens utilisaient des substances, et la fée répondit que c'était de la pure arrogance. Il réfléchissait que les humains se croyaient spéciaux et, par manque de foi, s'accrochaient à de petites choses, comme celles qu'il tenait. Puis, la petite créature pointa au loin et cria au maître Raves. Dans le salon de tatouage, elle criait désespérément après quelqu'un nommé Yangun. Ensuite, 3 gars apparurent, et le chef demanda si ce qui s'était passé dans le salon de tatouage était l'œuvre du protagoniste. L'homme aux cheveux violets s'approcha, avec un air moqueur, demandant si le jeune en costume était derrière lui, mais notre héros dit qu'il ne voulait pas entendre parler de déchets. Il voulait savoir d'où il avait obtenu la balle bleue, le pacing. Jeune homme en costume, d'un ton sarcastiquement élégant, commenta que ce n'était pas quelque chose qu'un simple humain pouvait trouver. Le délinquant était confus, répétant les mots, ne comprenant pas ce que voulait dire « simple humain ». Qu'est-ce que cela voulait dire ? Tu es aussi humain. Mais à ce moment précis, avec un clic, la vérité commença à lui venir à l'esprit et il commença à suspecter l'identité du garçon. La scène changea pour un flashback où le père du méchant était au sol, suppliant pour plus de ces substances. Le père fit alors une horrible expression, révélant le mal qui se cachait derrière les effets. Le garçon, en voyant cela, se demanda si son père n'était vraiment plus parmi eux. Il pensa que son père avait gâché toute sa vie à cause de ces substances, et là, la vérité le frappa. Si son père était dans cet état, sa situation allait devenir chaotique. Furieux, le délinquant se mit à donner des coups de pied au corps de son père. Criant en récupérant ses affaires, furieux, il continua à frapper, se demandant comment il pourrait obtenir plus de substances. Soudain, les yeux du père brillaient d'une couleur violette, laissant le fils en état de choc. Le jeune homme ne comprenait pas ce qui arrivait au vieux, et alors l'homme plus âgé se leva, laissant le gamin totalement perplexe, se demandant s'il n'était pas parti. Une entité sombre émergea du corps de l'homme, demandant si son départ l'avait rendu triste. Le toit. Délinquant était perdu, s'interrogeant sur ce que c'était et avec qui il parlait. Cette créature des ombres affirma que, si la douleur du garçon était grande, elle pouvait ramener son père. Mais lui, dans un accès de rire, dit qu'il était content que son père soit parti. Alors, avec la colère accumulée, il cria qu'il n'avait pas besoin d'un père pourri, juste des substances qu'il fournissait. L'entité écouta et se mit à avoir un doute, proposant un pacte, une fleur qui devait être alimentée avec le corps du père. Le jeune homme saisit la fleur, confus, tandis que l'entité expliquait que cela scellerait le pacte et lui donnerait ce qu'il voulait. La voix sombre continua à avertir que, si quelqu'un se moquait de sa loyauté ou refusait la fleur, il devait les éliminer, car le pacte offrirait une protection constante et cohérente. Et avec un sourire malicieux, le gamin aux cheveux violets accepta le pouvoir de cette fleur, transformant son expression en pure folie, mon ami, comme s'il avait trouvé une idée géniale. Ensuite,
Quand il prit la fleur qui ressemblait à un fouet, il se prépara à l'utiliser sur le corps de son père. Le flashback se termina et nous retournâmes au présent, un délinquant faisant face à notre héros avec une aura menaçante. Réalisant la réaction de l'autre, le protagoniste pensa que le jeune de la taverne avait aussi trouvé quelque chose en quoi croire. Le gamin aux cheveux violets acquiesça, révélant qu'une grande entité lui avait donné une nouvelle. Chance dans la vie. Notre garçon, en entendant cela, comprit tout et se rendit compte que l'ennemi avait signé un contrat avec le démon. Avec un regard de malice, le protagoniste commenta que peu importait en quoi le gars avait placé sa foi, car tout le monde dans ce monde était sans chance. Furieux, ce délinquant demanda comment le jeune, en costume ou sans costume, il aurait eu le courage d'insulter la grande entité qui lui avait donné le pouvoir tendu. Il ordonna à ses sbires de s'emparer du protagoniste et 2 des hommes avancèrent à l'attaque. La petite fée, mal à l'aise, commença à courir désespérément, criant que la tension était de retour. Mais notre héros, avec un air d'ennui, dit qu'il voulait en finir rapidement. Mon ami, en un clin d'œil, la scène changea, montrant que quelqu'un avait lancé une attaque rapide dans une autre partie de la ville. Une ambulance extrêmement rapide sur la route filait. À l'intérieur, une femme célébrait le succès des pilules bleues. En parallèle, une étudiante montrait une application et ne cessait de crier que le ruban bleu explosait de manière insensée. Dans une autre partie de la ville, la femme disait qu'élargir la clientèle VIP serait la chose la plus facile au monde, tout en prenant un pot de ces substances auprès du fournisseur. Pendant ce temps, un utilisateur affalé, au sol, se demandait en extase s'ils étaient sur le point de devenir une corporation mondiale. 2 membres de la bande échangeaient des idées et l'un d'eux commentait que le chef et un certain Guimou avaient déjà ouvert des routes vers la Chine et le Japon. Il se dirigeait vers un jeune homme assis de dos, concentré sur son ordinateur. Le gamin en lunettes pensait qu'en raison de l'application qu'il avait créée, les substances se répandaient trop rapidement. Alors, sous la pression, il mordit son doigt et demanda aux forces de l'univers que quelqu'un mette un terme à tout cela. De retour à la bagarre, nous avons vu qu'un des sbires était déjà tombé au sol sans difficulté. La fille, qui hurlait auparavant, semblait maintenant bien effrayée par la scène. Le héros, calme, se tourna vers le guide aux cheveux violets et demanda quand il arriverait. Le délinquant resta silencieux, bougeant les yeux, ne croyant pas à ce qui se passait. La voix de cette entité résonnait dans son esprit, lui rappelant le pacte qu'il avait fait et qu'il devait éliminer ceux qui niaient la fleur. Décidé, le délinquant prit les 3 pilules bleues qui lui avaient été données par son maître démoniaque et les avala toutes. Les yeux brillants de violet, il jura fidélité au soi-disant Lord Borhill. Immédiatement, la fille parla à Youngmu que le jeune là-bas n'était pas simplement un étudiant ordinaire, mais probablement le créateur de ces trucs. Notre héros était confus, se demandant si elle parlait de lui et d'une nouvelle substance. Tout à coup, le vilain apparut derrière le protagoniste, prêt à attaquer, les yeux brillants de violet. Pris par surprise, le jeune homme en costume eut à peine le temps de réagir à l'attaque, mais dans un réflexe rapide, il réussit à bloquer le coup de poing du délinquant. Celui aux cheveux, Violette ne s'arrêta pas et continua sa série de coups à une vitesse absurde. Notre fou se défendait et réalisa que l'adversaire était rapide, à un niveau totalement différent de celui des sbires. Le vilain parvint à le faire tomber et demanda comment il avait réussi à se défendre et s'il avait aussi reçu la bénédiction de cette personne. Il affirma alors, convaincu, que cette entité était son dieu et rien qu'à lui. À ce moment-là, le protagoniste fit le lien entre la fleur et l'odeur étrange, réalisant que c'était son dieu, et il lâcha le nom de l'entité, demandant avec un petit sourire si ce n'était pas Boril. Le délinquant avait l'air de quelqu'un qui a reçu un choc, se demandant comment ce garçon en costume connaissait ce nom. Alors, notre héros taquina encore, plaisantant que parmi toutes les personnes, ce type avait choisi ce perdant pathétique à suivre. « T'es pas sérieux, mon frère !» Furieux, le type aux cheveux violets cria que ce n'était pas à lui d'insulter le seul qui avait eu de la compassion pour lui. Mais le jeune en costume continua à se moquer, alléguant que son maître devait être désespéré de trouver quelqu'un. En courant, le vilain était furieux et cria pour qu'il arrête de dire des bêtises, puisqu'il n'était même pas digne de parler de son maître. Les deux se percutèrent à nouveau, le délinquant libérant toute sa colère dans une attaque insensée. En tenant l'attaque, notre héros, ironique, commenta que Bauer Hilt s'en sortait vraiment bien. La scène changea alors pour montrer un souvenir du passé, présentant notre héros sous sa forme démoniaque participant à une bataille épique. Il était totalement sauvage, hors de contrôle, détruisant tout avec son pouvoir absurde. Dans le souvenir, il apparut dans une grande salle, et au loin, Bauer Hilt fuyait le combat. Ce fameux lord que le délinquant idolâtrait tant était mis en scène comme un lâche qui s'enfuyait, pleurant de peur. L'ex-démon arborait un sourire sadique
Observant son compagnon abandonnant la bataille de retour au présent, notre héros sourit, se demandant où ce salaud de Bauer se cachait. Maintenant, celui aux cheveux violets était en train de réaliser que l'autre manquait de respect envers son maître jusqu'au bout. Dans un accès de fureur, le corps du délinquant commença à se transformer, hurlant de douleur et de pouvoir, mais le protagoniste se mit simplement à se boucher le nez, se plaignant de l'odeur insupportable émanant de son adversaire. « Mon frère, quelle odeur d'orifice rond !» Le vilain avança, attrapant notre héros et promettant de finir avec quiconque oserait libérer son seigneur. D'un mouvement rapide et brutal, il attrapa le jeune en costume par le cou. Avec une expression pure peinte sur son visage, le délinquant serra le cou de notre héros de toutes ses forces. Profitant de l'impulsion, il jeta le protagoniste par-dessus son épaule dans un mouvement d'arts martiaux supérieurs. Alors, mon ami, avec cette vitesse absurde et brutale, notre protagoniste fut projeté au sol, ressentant l'impact de manière violente. Allongé sur le sol, notre héros semblait encore sentir le coup, mais garda les yeux ouverts, observant son captor. Avec le visage désormais fermé, le vilain se préparait à porter le coup fatal à notre vaillant vaincu. Il commença à frapper le jeune en costume sans s'arrêter, utilisant les rubans bleus et l'énergie de son maître. Le délinquant rugissait, complètement envahi par l'énergie démoniaque et par une fureur dévastatrice. Notre héros réalisa que l'autre était tellement fou qu'il voulait vraiment en finir avec lui. Le combat s'intensifia, les deux criant, tandis que le vilain déchaînait les coups et que le protagoniste essayait de supporter les attaques. Caché, cette petite créature criait désespérément, craignant que quelque chose n'arrive à son maître, Ravs. Elle se rendit compte que son partenaire avait atteint ses limites dans ce corps humain pathétique. En voyant son compagnon se faire frapper, cette petite fée se lamentait, imaginant que, si son maître pouvait utiliser tout son pouvoir, le combat serait déjà terminé. Pendant ce temps, là sur le sol, le jeune en costume continuait à recevoir les coups répétés de l'ennemi. Au loin, deux démons évaluaient cette bataille, commentant que le cobaye de la fleur semblait s'être complètement mélangé. Déocles a commenté que, si Ravs était vaincu, son âme serait effacée pour toujours. L'autre démon a alors interrogé son camarade sur ce que Ravs détestait le plus dans le monde. Celui en manteau a répondu que le tempérament de l'autre était terrible et se demandait de qui il avait hérité de cette façon. Il a semblé s'énerver à la provocation de son partenaire, qui semblait s'amuser de la situation. Alors, le démon aux lunettes a lâché le mot « jurgidité », laissant l'autre confus. Puis il a expliqué avec un sourire « Rave est germophobe et ne supporte rien de sale ». De retour au combat, notre héros réussissait à saisir la main du délinquant, parvenant à stopper la séquence d'attaque. Même au sol et tout meurtri, notre garçon a laissé échapper un grognement. Eh bien, quelle odeur insupportable tu as, mon frère. Tu sens comme... Tu sais, non? T'es fou. À 3 km de distance, on peut sentir. Le gars aux cheveux violets était perdu, totalement surpris par ce qu'il venait d'entendre. Ce type venait de se faire frapper et parlait de l'odeur, avec les yeux brillants d'une intense teinte rouge. Le héros ne pouvait plus le supporter et a crié « Bon sang, quelle puanteur !» La puanteur de ce vilain était bien trop dégoûtante. À ce moment-là, sa main a commencé à changer, se remplissant de griffes acérées et ayant une apparence démoniaque. La main de l'ennemi se brisait sous la pression de l'étreinte et le délinquant a poussé un cri de douleur. Le protagoniste s'est alors levé, faisant reculer le vilain, rempli de peur et de confusion. Le garçon en costume a regardé sa main gauche, maintenant sous forme démoniaque, observant sa main transformée. Il a commenté qu'il sentait enfin que ses anciennes mains étaient de retour. Puis, avec un regard froid et déterminé, il a défié son adversaire, qui était encore choqué par la transformation. Pendant ce temps, le délinquant, tremblant de nervosité, balbutiait, ne croyant pas à ce qu'il venait de voir. Le héros a alors créé un fouet d'énergie et a affirmé qu'il ne voulait pas que le vilain s'approche de lui. Et ainsi, il a attaqué avec le fouet, murmurant qu'il voulait mettre fin à tout ça. Mais de loin, pour ne pas sentir l'odeur, tu vois, le coup a atteint mon frère de plein fouet, faisant crier le délinquant lorsqu'il a été touché par l'énergie démoniaque qui a provoqué un saignement. Le vilain, extrêmement perplexe, se demandait comment un simple humain pouvait avoir tant de pouvoir. Mais la réponse était évidente, n'est-ce pas, mon ami? Il n'était pas un simple vilain humain. Alors, voyant le revirement, la petite fée qui regardait de loin a commencé à pleurer de joie, appelant son maître. Avec sa forme démoniaque en arrière-plan, le protagoniste se demandait s'il pouvait encore être considéré comme un humain. Sans perdre de temps, il s'est avancé et a lancé un puissant coup de poing au visage de l'ennemi. L'impact était si fort que le délinquant a été projeté loin, tombant au sol. La fille qui accompagnait le vilain s'est recroquevillée de peur en témoignant de cette scène. Au sol, le vilain s'est levé, se mettant la main sur le visage et s'interrogeant sur qui était ce jeune homme en costume. Notre héros, sans se soucier, a attaqué à nouveau, disant à l'autre de cesser de parler avec cette bouche malodorante. « T'es fou ?» Le gars s'approche. Il a une odeur épouvantable. Le gars ouvre la bouche.
Il y a une odeur, mon frère, tu vois. Le coup a frappé de plein fouet et le délinquant a été lancé dans les airs par la force de l'impact. De l'autre côté, le démon aux lunettes était bouche bée et se demandait ce qui se passait avec Raves. Tout à coup, l'autre a alors dit que la tête de Raves devait exploser à cause de l'odeur de la cobaye. Il a continué à affirmer que le compagnon avait une version profonde de saleté. Quand sa germophobie était activée, on aurait dit que cela déclenchait un réveil partiel de son pouvoir originel. Le démon aux lunettes s'est alors demandé si Raves avait réussi à utiliser ses pouvoirs même dans un corps humain. Un collègue qui n'était pas très optimiste a douté que le garçon puisse utiliser ses pouvoirs, même avec la pierre de sang démoniaque. Mais un être supérieur, assis sur son trône, a souri en affirmant que Raves n'était pas une personne ordinaire. Le protagoniste, avec le troisième œil ouvert, a confronté son ennemi avec une détermination féroce et, ainsi, le voyou aux cheveux roses a été projeté en arrière avec une force absurde. Le garçon en uniforme s'est approché de l'ennemi tombé et a dit qu'il pouvait se considérer comme chanceux. Ses yeux brillant intensément, il a dit qu'il ne voulait pas mettre fin à la vie de quelqu'un dans son état actuel. Désespéré, l'adversaire a crié que c'était impossible, car il avait été menacé par le pouvoir de son maître. Alors, sans se soucier, l'ennemi affligé a imploré plus de pouvoir de son maître, mais le jeune en costume a fermement saisi sa main. Il s'est préparé à attaquer, affirmant qu'il mettrait fin à cela sans exagération. Puis, d'un mouvement rapide, le garçon s'est jeté sur son adversaire et a porté un coup dévastateur directement sur le visage de l'ennemi. Les yeux du garçon exprimaient toute la concentration et la fureur de ce moment. L'impact était si violent que le visage du vantard s'est enfoncé sur le cou. De l'autre main, il a fermement tenu son propre bras pour qu'il ne puisse s'échapper. Le résultat, le vilain, avec le visage tout défiguré, déjà inconscient, adossé contre le mur. Le visage du jeune n'était pas franchement mieux non plus. Après toute cette confusion, le héros lâcha enfin un soupir de soulagement et se bouchant le nez, commenta que la mauvaise odeur était enfin en train de faire une pause. « Merde, ça ne sent que lorsque tu arrêtes de bouger, hein ?» Dans une autre scène, un programmeur regardait fixement l'écran et se plaignait que ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Le jeune avec des lunettes fut choqué par les résultats qui apparaissaient sur le graphique. Il se remémora alors les jours d'école, où les relations se déroulèrent dans un environnement sans issue. Pour survivre et ne pas devenir une cible, certains faisaient semblant d'aimer ceux qu'ils n'aimaient pas. D'autres fois, il était nécessaire de faire le contraire juste pour aider les autres à trouver ce dont ils avaient besoin. Le jeune aux cheveux gris se souvint des temps de collège. Puis, revenant au présent, il poussa un cri de colère, s'exclamant qu'il n'avait pas créé son programme pour être utilisé de cette façon. Furieux, le garçon commença à taper frénétiquement sur le clavier. Sur l'écran de l'ordinateur, plusieurs lignes de code commencèrent à apparaître sans s'arrêter et il réalisa alors qu'il était observé. Il se demandait quel genre d'erreur était en train de surgir dans son programme. Le jeune avec des lunettes se dépêcha car il devait résoudre ce problème au plus vite. Il prit une chaise et courut vers la porte pour essayer de la verrouiller. Il réussit à bloquer la poignée et à empêcher l'ouverture de la porte. Les gars à l'extérieur juraient et ordonnaient au garçon d'ouvrir cette porte. Immédiatement, le programmeur ignora les cris et retourna à son ordinateur, déterminé à supprimer définitivement l'application. Il implora que le processus soit rapide, avant que les gars n'arrivent à entrer. Un des intrus le saisit par la chemise et lui demanda ce qu'il faisait. Alors qu'il recevait une raclée, le programmeur réalisait qu'il parvenait en fait à supprimer l'application. Puis, un vent de panique souffla dans la pièce lorsque les sbires crièrent d'arrêter, car si le chef arrivait, la situation allait devenir chaotique. Allongé sur le sol et presque à bout de souffle, le jeune homme pensa qu'il devait simplement tenir jusqu'à ce que la tâche soit accomplie. Ayant cela en tête, il prit un éclat de verre qui traînait là, espérant se défendre d'une manière ou d'une autre. Avec la lame improvisée, le jeune parvint à asséner un coup à la jambe d'un des sbires, faisant crier le type. Profitant de la distraction, il se releva et se mit à courir dans la salle à la recherche d'une façon de s'échapper. C'est alors qu'il aperçut un extincteur et avec un regard furieux, saisit l'objet, le pointant vers les bandits. Il déclara que cela lui appartenait et qu'il ne devait pas y toucher. À cet instant, les gars se jetèrent sur lui, remplissant l'endroit de fumée et rendant les hommes aveugles. Pendant ce temps, la barre de suppression de l'application approchait de sa fin. Presque là. Avec un dernier effort, la barre se compléta et le programme fut complètement supprimé avec succès. Le jeune homme, ému, laissa échapper quelques larmes, heureux d'avoir enfin réussi. Mais il semblait que la joie ne dura pas longtemps, car un des sbires, sortant de la fumée, furieux, lui assena un coup de poing au visage, le prenant par surprise. Pauvre garçon. Après l'avoir renversé, le bandit ordonna à ses collègues de rouer le jeune de coups, empêchant toute chance de fuite. Dans la fumée, les complices acquiescèrent à l'ordre, bien qu'en espérant le contraire. Étouffé et sans force, le jeune peinait à respirer. Il voulait vivre encore un peu et, dans ce désespoir, commença à pleurer,
pensant que c'était peut-être la fin, pauvre garçon. De l'autre côté, le chef de la bande le regarda avec mépris. Il se plaignit du chaos que le jeune avait causé. Soudain, une silhouette aux yeux rouges apparut et demanda comment ils osaient toucher à son serviteur. Le sbire resta confus, effrayé par ce qui se passait. À ce moment-là, une main apparut derrière lui, provoquant un plus grand étonnement. Les autres complices commencèrent à se tortiller et l'un d'eux fut saisi par le cou. Sans avertissement, ils reconnurent la silhouette et l'appelèrent. Tout surpris, le protagoniste saisit la tête du chef de la bande qui étranglait son ami. Les deux autres devinrent fous à la vue de la scène, criant son nom. Avec l'œil rouge brillant, il avança contre les bandits sans aucune pitié. Le jeune en uniforme attaqua, tous avec une vitesse folle et les mit à terre. Les sbires furent projetés en l'air et s'effondrèrent au sol, complètement vaincus. Après cela, il lâcha avec colère que personne ne prendrait ce qui était à lui, même s'il devait partir. Le programmeur, encore au sol, appela le nom de son ami d'une voix faible, et alors surgit un souvenir. On pouvait les voir tous les deux discuter à l'école. Là, le garçon aux lunettes montrait l'application qu'il avait créée pour faciliter cette communication. Son ami était impressionné et commenta que c'était incroyable ce qu'il faisait. Alors, il désigna un bouton rouge et demanda à quoi il servait. Le jeune programmeur expliqua qu'il se sentait mal de ne pas avoir pu aider son ami lorsqu'il avait été attaqué. Il continua en expliquant qu'il avait ajouté cette fonctionnalité pour que, si quelque chose se reproduisait, la fonctionnalité envoie la localisation uniquement à ses amis désignés. L'ami aux cheveux gris promit que, peu importe la situation, il serait là pour aider. Notre protagoniste sourit devant la bonté et l'inquiétude de son camarade. Il remercia et dit qu'il allait aussi télécharger l'application. Alors qu'ils étaient dans le parc, revenant au présent, le programmeur cria le nom de son ami les larmes aux yeux. Notre jeune homme alors exhiba son portable en s'interrogeant s'il était celui qui avait envoyé l'alerte. La voix chevrotante, le garçon aux cheveux gris confirma qu'il avait vu la demande d'aide à l'écran. L'application brillait, montrant que l'alerte avait été reçue. Le jeune homme pleura de gratitude et remercia beaucoup son ami d'être venu l'aider. Il s'agenouilla alors, montrant du respect et de la gratitude à son sauveur. Dans une autre partie de la ville, une fille se voyait traîner dans une ruelle et elle se demandait quelle était la force de l'ennemi. Tandis que le démon aux cheveux bleus tenait fermement, le démon aperçut le protagoniste et son ami s'approchant et appela son seigneur. Effrayée, la prisonnière demanda au démon de les laisser partir, car ils n'étaient plus nécessaires là-bas. Le jeune en uniforme commenta qu'il semblait que les fleurs s'étaient épuisées. Pendant ce temps, dans une forêt, un énorme incendie dévastait tout autour. Des pompiers et des policiers arrivèrent sur les lieux, affirmant que le feu ne s'était pas propagé et qu'ils voulaient un contrôle. Alors que l'équipe d'urgence se préparait à combattre, ils furent surpris par la scène. Ils trouvèrent plusieurs personnes évanouies près du feu et allèrent enquêter. Un policier reconnut les individus et fut choqué de découvrir qu'il s'agissait du gros dur aux cheveux orange que le protagoniste avait vaincu. De retour dans l'allée, le trio marchait tranquillement dans la rue sombre. Le jeune programmeur regarda son ami avec une expression pensive. La fille démon avec des cheveux bleus chantait joyeusement tout en marchant à leur côté. Notre garçon, de dos, réfléchit qu'en quelque sorte, son oncle Van Bert était derrière tout cela et alors il lâcha qu'il ne laisserait pas passer ça à son retour. Dans un coin oublié, quelqu'un demande au jeune aux cheveux grisonnants s'il a besoin d'un petit coup de main. À l'hôpital, dans une salle folle, le programmeur haussait les épaules et répondait qu'il n'en avait pas envie car ça allait être un sacré dérangement. Il fit cette tête à son ami, le remercia et lâcha qu'il n'imaginait pas qu'il apparaîtrait vraiment. Le jeune en uniforme réfléchit un moment et commenta ce qui s'était passé. À cet instant, la fille démon couvrit la bouche du maître pour qu'il ne lâche rien d'important. Elle s'approcha un peu plus et demanda s'il allait vraiment affirmer que ce n'était qu'une coïncidence. Dans sa mémoire, il se souvenait avoir menacé une prisonnière pour qu'elle lui montre où se trouvait le repère. La fille aux cheveux foncés demanda s'il faisait tout ceci pour son ami. Le jeune se remémora Lincoln et son serviteur le plus loyal et comprit rapidement pourquoi il avait manqué l'école. La prisonnière, perdue, ne comprenait pas la véritable motivation derrière son attitude. Soudain, le téléphone vibra, apportant une alerte dangereuse. Dans la salle, un démon aux cheveux bleus se plaignit des relations humaines. Avec un air d'ennui total, il se demande s'il va retourner au royaume des démons. Elle pointe alors vers le programmeur, qui regarde son ami comme s'il était un véritable héros. Mingou, avec un regard curieux, demande qui est la fille. Le protagoniste la présente comme sa subordonnée stricte. Le garçon aux lunettes est choqué par ce mot, subordonné, et commence à réfléchir. Il questionne son ami sur ce changement soudain. Le garçon est perplexe, clairement effrayé. Le programmeur balbutie et demande s'il n'est pas ce qu'il paraît. Nous voyons le garçon aux cheveux verts, inquiet, pensant que son ami pourrait s'impliquer dans quelque chose de sinistre. Notre garçon commence à penser que son serviteur pourrait
être la cible de beaucoup, alors il décide qu'il ne peut plus cacher la vérité. Il révèle qu'il est Ravis Bendinga et qu'il est le fils du grand roi démon du sous-monde. C'est ainsi qu'il lâche cette bombe. Son ami reste sans mots, choqué par cette révélation. Le prince. Démon informe alors qu'en connaissant la vérité, il devra aider avec le boulot. Le garçon aux lunettes reste incrédule et demande quel genre de blague c'est d'être le fils du roi démon. Malgré cette explication, il traite encore son ami avec méfiance, jusqu'à ce qu'un chat saute sur lui, le laissant en panique. Ravis, fatigué de cette conversation, demande à la fille du street de tout expliquer à son partenaire. Puis le félin commence à parler et demande au jeune aux lunettes d'écouter attentivement. Le garçon réalise que le chat parle et entre dans une frénésie, commençant à crier « Ah !» Le choc était tel qu'il semblait que son âme allait sortir. Pendant ce temps, ailleurs, les types qui ont pris une raclée précédemment disent qu'ils ont tout brûlé et vont se séparer. L'un d'eux, bien blessé, est furieux, pensant qu'il aurait pu en finir avec son rival. Quand les hommes de main sont sur le point de monter dans la voiture, une silhouette encapuchonnée apparaît derrière eux. Le type demande qui est cette personne, mais la silhouette demande juste du silence. Puis, d'un simple toucher sur le front, cette silhouette fait tomber le type dans les pommes, sans cligner des yeux. Peu après, l'être mystérieux laisse l'homme de main inconscient au sol et se positionne à côté de la voiture de police. Il s'approche alors du garçon blessé et lui dit que le pauvre semble avoir des ennuis. Le garçon aux cheveux violets crie le nom du seigneur Bambi, jurant de s'occuper de l'enfoiré qui l'a battu. La silhouette encapuchonnée tend la main et invite le garçon à discuter ailleurs. Plus loin, quelques pompiers et policiers sont sur les lieux de la lutte et de l'incendie. Un policier tient un paquet et se demande comment quelqu'un a bien pu capturer les trafiquants. Il remarque que la substance en forme de balle a été approuvée par le ministère de la Sécurité alimentaire et, à cet instant, la femme devient furieuse en constatant que cette drogue s'est déjà répandue parmi les jeunes. À ce moment-là, c'est le moment parfait pour que tu mettes un like, hein mon gars? Commente ici en bas si tu aimes la vidéo. Elle entend un bruit et voit l'un des hommes de main se réveiller avec un mal de tête. L'agent court pour aider le détective chat qui lui demande de vérifier la voiture. D'abord, en regardant à l'intérieur du véhicule, l'agent est choqué par ce qu'elle trouve et, tout à coup, elle crie de colère, demandant où diable ce salaud est allé. La scène cut alors vers un énorme bâtiment au milieu d'une forêt la nuit. À l'intérieur, un jeune homme aux cheveux violets est à genoux en suppliant Lord Boar pour une autre chance. Il crie que, si son maître lui donne encore de cette substance, il saura vaincre son adversaire. Mais Lord Boar ignore la demande et lui demande s'il sait ce qui est précieux. La fleur qu'il tient brille d'une couleur violette étrange avec des tentacules d'énergie. On voit alors que l'endroit est rempli de personnes avec ces fleurs en train de se développer en elles. L'être encapuchonné déplore ces précieuses fleurs et dit qu'il ne faut jamais faire confiance aux humains. Mais le garçon insiste et roule cette supplication pour une autre chance, promettant qu'il accomplira sa mission. Lord Boar semble perdre patience avec l'existence de son serviteur, alors son expression change instantanément. L'être aux cornes s'en prend au garçon aux cheveux violets, le punissant pour son échec. Le garçon crie de douleur tandis que des fleurs violettes commencent à éclore de ses yeux, dans une scène de pure agonie. Allongé sur le sol, il se tord de souffrance, criant à propos de ses yeux, tandis que son maître observe tout cela avec une froideur immense. Lord Boar se demande s'il se souvient du serment de sang qu'il lui a fait et ainsi dit à son serviteur de prouver sa loyauté jusqu'à la fin. Avec les fleurs qui jaillissent maintenant de son corps, la scène coupe vers une ruelle dans un autre coin de la ville la nuit, révélant un nouveau décor. Là, une fille cherche désespérément dans une armoire, disant qu'elle doit survivre, tout en se plaignant de ne pas trouver ce dont elle a besoin. Un homme étrange émerge derrière elle. La femme se retourne alors et dit qu'elle était au bureau, mais que la police y était déjà. Le jeune homme, avec un sourire sinistre sur le visage, brandit un couteau et fait une déclaration bizarre, disant qu'il est venu ici par prudence et qu'il a réussi à la trouver. Elle, pleine de peur, lui demande qui il est et ce qu'il fait là, causant tant de problèmes. Il lui ordonne alors de lui donner plus de ce ruban bleu. La fille aux cheveux noirs l'insulte de fou et lui demande combien de cette substance il avait consommé. Désespérée, elle jette un coup d'œil autour d'elle et aperçoit quelques morceaux de bois oubliés au sol qui pourraient être une arme. Sans réfléchir deux fois, la femme ramasse les fragments et se prépare à attaquer cet intrus inconnu. Elle fonce à fond, mais l'homme, d'une seule main, parvient à arrêter son attaque. Puis, d'un coup unique, avec une force absurdement supérieure, même après le combat intense, il persiste à demander le ruban bleu, presque en transe. Soudain, une image grotesque émerge de lui tandis qu'il crie, angoissé, pour cette substance. Profitant du fait que la fille soit tombée, il avance avec le couteau qu'il tient. Blessée et en larmes, la femme se lamente
disant qu'elle ne voulait pas que sa vie se termine ainsi. Mais, soudain, le corps de l'homme est enveloppé par une énergie sombre violette qui le consume complètement. La fille, toujours étendue au sol, observe avec terreur tandis que le jeune homme est englouti par cette aura mystérieuse. Putain, mon frère, quel foudroyant! De l'ombre surgit un démon blond qui affirme que, si cela se produit, il le haïra encore plus. Désespérée, la femme demande qui il est et implore qu'il la sauve de cette situation terrible. Alors, avec un sourire ironique, l'être en manteau répond qu'il ne peut rien faire et qu'elle doit accepter son destin. Elle reste atterrée par cette réponse et questionne ce qu'il veut dire par aller dans le sous-monde. Le démon sourit, montrant ses crocs, et affirme qu'il laissera au moins son corps derrière lui. La scène se déplace alors vers le royaume des démons, révélant un château colossal et imposant. À l'intérieur de cet endroit, une femme aux cheveux blancs accueille son frère cadet, Barsan. Elle l'accuse d'être en connivence depuis que Rêve a été envoyé dans le monde des humains. Indignée, la femme s'interroge sur la façon dont il ose utiliser son propre fils pour ses plans obscurs. Barkan, le démon aux cheveux roses, affiche un sourire en réalisant que sa sœur a découvert son stratagème. Il tente de la calmer et révèle qu'il a inséré la pierre de sang démoniaque dans le corps de Rêve. La sœur crie dans un mélange de colère et de désespoir, demandant s'il veut exposer que le fils du roi démon est seul. Barkan, alors, lui demande calmement de faire un peu plus confiance en Rêve. La femme répond qu'il ne s'agit pas de faire confiance à son fils, mais de l'instabilité du monde humain. Elle souligne qu'une moindre erreur pourrait tout mener à la ruine, mettant en évidence l'équilibre fragile. Le frère insiste sur le fait que Rêve est fort et que son potentiel de combat est supérieur à celui de quiconque, car c'est lui avec qui il traite. Irritée, la femme lui assène un coup à la tête, l'avertissant que si l'âme de Rayos est menacée, ils périront tous les deux. Barkan, se plaignant du coup, exige à son serviteur de trouver un moyen de se débarrasser des sœurs aînées. Le serviteur blond tente d'intervenir, demandant à tous les deux de se calmer et commentant qu'il ne souhaite pas d'un frère cadet fou. La sœur, pour sa part, commence à étrangler Barsan, faisant penser au serviteur qu'il est un miracle que Rêves ait survécu. À ce moment-là, la scène retourne dans le monde humain, montrant la ville illuminée pendant la nuit. L'ami aux lunettes, encore tremblant, finit par se décider et demande s'il est vraiment un démon. Le prince démon confirme que c'est ainsi que les humains l'appellent et le chat est envahi par l'euphorie d'en faire aussi partie. Et puis, le jeune homme demande s'il va dans le sous-monde, mais Rêve explique que le sous-monde est ici même et l'invite dans son royaume. Rêve commence à dire qu'il est son maître, mais le garçon aux lunettes refuse la protection. Affirmant qu'il ne veut pas partir, le prince démon fait une menace, promettant d'arracher les yeux de Bambi s'il n'accepte pas. Après cette menace, la tension dans la pièce devient palpable. Mon frère, alors que les mots continuent à s'écouler entre les deux, le garçon aux cheveux verts prend son courage à deux mains et demande ce qu'il est advenu du véritable propriétaire du corps. Le chat explique que l'original était destiné à partir et que seuls des corps comme celui-ci pouvaient être utilisés. L'ami reste choqué et triste en entendant cela, demandant pourquoi tout cela arrive. Rav s'essaie de réconforter le garçon, affirmant qu'ils se retrouveront dans les royaumes des démons dans quelques décennies. Quel genre de réconfort est-ce? Mon frère, calme, calme, détends-toi. Tu le rencontreras en enfer dans quelques jours. Détends-toi. Le jeune comprend que son destin est scellé, et Raves commente que le royaume des démons est plutôt cool. Là-bas, il va aimer, tu sais. Il y a beaucoup de démons, et il fait très chaud aussi. Le chat acquiesce, décrivant l'endroit comme un espace rempli de cris et de choses sinistres, tu sais, intensifiant encore plus l'angoisse du garçon. Et le gars est angoissé maintenant, tu sais. Ensuite, le prince démon dit à son nouveau serviteur de ne pas s'inquiéter et de ne révéler le secret à personne. Terrifié et n'ayant pas beaucoup d'options, le garçon aux lunettes hoche simplement la tête en acceptation. Oh là là, ce gars va en enfer. Tu sais, les bébés, se plaignant de douleur, commentent qu'ils doivent sortir, et alors le garçon fait joyeusement ses adieux pour que tous deux puissent partir ensemble. La scène se concentre alors sur le bâtiment où le prince démon vit la nuit, avec quelques lumières encore allumées. À la maison, l'héritier ressent une forte douleur à la tête et se demande s'il n'a pas exagéré avec la pierre. Soudain, une fille illumine l'environnement, apportant un gâteau d'anniversaire pour son frère. L'héritier se retrouve perdu face à la fête. La jeune fille explique qu'elle a fait le gâteau avec leur mère. Elle met le chapeau de fête sur sa tête et lui dit que leurs parents arrivent bientôt. La jeune fille, pleine d'enthousiasme, se tourne pour une selfie d'anniversaire afin de célébrer ce moment. Pendant ce temps, il réalise que le visage de sa sœur est marqué. Pour un hématome, elle ment et dit qu'elle a aidé une vieille dame, faisant croire au prince démon qu'elle a fait quelque chose d'inutile. Le prince démon trouve étrange qu'elle aide les autres, même sans avoir la force de le faire. La jeune fille lui offre un morceau de gâteau, demandant s'il n'a pas faim. Puis, affectueusement, elle met la fourchette avec le gâteau dans la bouche de son frère, qui reste sans voix en goûtant la douceur. Le jeune homme est bouche bée devant le goût du gâteau et ne peut pas comprendre ce que c'est. Il, tout gêné par cette situation, détourne le regard, laissant sa sœur sans savoir quoi penser. Ensuite,
la scène change, et maintenant le père du garçon crie, fou de rage. « Je veux savoir qui a lancé des œufs sur moi !» Ce gars est tellement irrité qu'il s'en prend à l'un de ses subordonnés devant tout le monde. La mère des garçons essaie d'apaiser les choses, mais l'homme semble avoir perdu la tête, criant pour qu'elle s'écarte de son chemin et la poussant. La fille élève alors la voix, lui demandant d'arrêter et disant que leur mère n'a rien fait de mal. Le père se tourne, réalisant que ses enfants sont là à célébrer avec un gâteau d'anniversaire et explose de colère, s'interrogeant sur la façon dont ils peuvent s'amuser alors qu'il a été attaqué avec des œufs. Le père se dirige vers sa fille, criant qu'elle est incroyable, et alors, d'un seul coup, il détruit le gâteau et crie que si c'était vraiment un père, rien de tout cela ne se passerait. Apparemment, tout a commencé avec un gâteau d'anniversaire lancé et s'éclatant contre le mur. La mère essaie de prendre la parole à nouveau, lui demandant d'arrêter, car c'est l'anniversaire de leur fils. Mais l'homme l'ignore, pensant qu'on ne peut pas célébrer à un moment comme cela, et le garçon d'anniversaire ne fait que regarder son père avec un regard de total mépris. À ce moment de tension, le père le fixe à son tour avec une fureur dans les yeux, puis le gars plus âgé fait demi-tour et quitte la pièce, tandis que le garçon pense à quel point la maison était devenue un endroit étouffant. Simplement, son père sort de la salle et claque la porte avec une force absurde. Le jeune homme regarde la cuisine en désordre, voyant son gâteau détruit étalé sur le sol, et en un instant, une aura violette commence à émaner de lui, tout en réfléchissant à qui a eu le courage de toucher à ce qui lui appartient. Au fond, sa mère pleure, embrassant la sœur cadette, tout en s'excusant pour la confusion. Le jeune homme aux cheveux noirs observe cette terrible scène, la famille à distance, avec les yeux brillants. Il n'a pas retenu ses mots et a traité son père de humain arrogant et de merde. Peu après, la scène coupe sur un immeuble commercial imposant au coucher du soleil. À l'intérieur d'un bureau, un chef est nerveux, se plaignant que celui qu'on appelle Wyong Mu a disparu, et il continue de se plaindre qu'il va devoir payer un politicien juste pour prendre une photo. L'un des subordonnés promet qu'il fera tout pour trouver le type qui a disparu. Le chef est toujours en colère, se plaignant que devoir s'humilier pour améliorer l'image de l'entreprise n'est pas cool. À ce moment précis, un autre employé entre en courant et dit qu'une vidéo est en train de devenir virale. Il remet une tablette au chef et lui demande de vérifier par lui-même. La vidéo montre une fille filmant une bagarre de rue, criant aux agresseurs de s'arrêter. Elle, dans la vidéo, crie à l'un des gars, lui demandant pourquoi il maltraite une vieille dame. De retour au bureau, le père de la fille observe tout avec un air très satisfait. Dans l'enregistrement, la jeune fille aide l'octogénaire à se relever et la dame la remercie immensément. Le subordonné commente que s'il révèle que c'est ma fille, c'est-à-dire la fille de lui, cela va beaucoup aider son image. En voyant cela, le politicien commence à esquisser un sourire malicieux. Il réalise vite que toute cette situation pourrait être excellente pour sa publicité. La scène coupe à un gigantesque bâtiment où quelqu'un réfléchit à la façon dont un visage aussi beau était caché ailleurs. Un gars aux cheveux bleus appelle deux personnes à une conversation privée. Ils regardent ensuite la même fille que dans la vidéo et commentent à nouveau la mère de celle-ci. Ensuite, un gros plan montre la jeune fille souriante et heureuse aux côtés de ses camarades d'école. Une femme élégante demande au jeune s'il a des sentiments pour la fille ou s'il est jaloux, et elle dit que c'est exactement le visage qu'il recherche depuis longtemps. Alors, avec un sourire sur le visage, la femme révèle que l'étudiante sera le nouveau corps de leur mère. La madame se plaint encore que les corps humains vieillissent très vite et se couvrent de rides, parfait comme cela doit être. Le destin, les deux suiveurs s'accordent avec des regards effrayants et l'appellent une jolie poupée. Ils commencent à se demander quel son elle fera quand ils la casseront complètement. La vidéo de la fille commence à exploser et a déjà 300 000 vues sur Internet. Dans les commentaires, tout le monde loue l'attitude de la jeune fille et dit qu'il va soutenir son père. L'attaché de presse arrive avec l'information que la vidéo sera diffusée dans les journaux de 9 heures. Et le politicien trouve tout cela incroyable. Il sourit, pensant que sa fille, qu'il considère comme inutile, est devenu un porte-bonheur et qu'il a décidé de lui accorder plus d'attention à la maison. Alors, il a demandé à son employé de remplir l'emploi du temps de la fille avec du travail caritatif. À ce moment-là, l'attaché de presse informe que le PDG d'Onyx Entertainment a pris contact. L'employé explique que l'entreprise a manifesté de l'intérêt pour elle après avoir vu sa vidéo. Avec un petit sourire malicieux, le politicien est surpris par l'intérêt de Knox. Alors il se laisse tomber dans son siège et célèbre, car sa fille s'est transformée en un véritable trésor. La scène change encore, et maintenant nous voyons deux étudiants marcher dans la rue. L'un d'eux, surpris par les nouvelles, commente qu'il ne savait pas que le beau-père de l'autre gars était candidat à la mairie. Il continue en disant qu'il savait seulement que le garçon ne s'entendait pas bien et qu'il aime le jeune à cheveux noirs. Alors, l'ami réfléchit à ce qu'il vient d'entendre et se souvient du conseil de son oncle. Ensuite, c'est un flashback.
Le démon raconte qu'il devait valoriser ceux qui l'aidaient à devenir fort. Maintenant, dans le présent, le jeune est là avec l'expression ennuyeuse de toujours, sans montrer aucune réaction. Il cligne à peine des yeux, semblant traiter toutes ces nouvelles informations. Dans cette ambiance, l'ami demande pourquoi il est si compressé dans cette ruelle et il se dégage. Soudain, une créature un peu étrange apparaît avec un billet à la main et lâche que son maître n'est pas présent. Sur le billet, le dit maître félicite le garçon pour la vidéo et dit qu'il va envoyer un cadeau. Le jeune, déjà furieux de cette audace du maître, écrase le billet avec toute sa colère. Pendant ce temps, son ami apparaît en montrant les nouvelles sur son téléphone concernant comment son beau-père est en train de percer. Le gars aux lunettes commente qu'avec toute cette renommée, il sera facilement élu. Alors, le protagoniste ne peut pas se retenir et dit qu'un type comme ça finira par dévorer toute la ville et il compare la cupidité du beau-père à une créature appelée Siniru. Il commence à se demander si le politicien ne serait pas l'un de ces démons qui sont venus dans le monde humain. Cette créature magique alors explique que les Siniru sont des démons gloutons qui mangent sans s'arrêter, mais que l'homme n'est qu'un humain. Néanmoins, le jeune continue à être préoccupé et pense que le monde humain est une poubelle, avec un gouvernant comme celui-là. Le jeune démon avertit alors son serviteur qu'il doit faire attention à ce qu'il mange pour ne pas finir par devenir un Siniru. L'ami du garçon se plaint qu'il n'aime pas du tout cette situation puisque le politicien utilise clairement sa sœur. Notre garçon réfléchit un moment à son nom et au nom de sa sœur. La scène coupe alors à un immeuble d'appartement. Sous la lumière étoilée de sa chambre, le jeune garçon espionne le salon et se demande ce qui se passe avec la fille là-bas. Tout le monde de la Nox loue la beauté de la jeune fille et dit qu'elle pourrait être la nouvelle idole. Mais sa mère argumente que sa fille n'est qu'une étudiante. Le beau-père commente qu'il serait une erreur de cacher un talent naturel de la fille. Le politicien s'excuse auprès du CIO en disant que sa femme est un peu conservatrice. La femme de la Nox essaie de calmer la mère en garantissant que l'entreprise va aider la jeune fille avec ses études. Elle ajoute que les idoles d'aujourd'hui sont très différentes de celles du passé. Le gars aux cheveux bleus ajoute qu'ils peuvent suivre une carrière et finir leurs études. Notre garçon protagoniste regarde la scène avec méfiance, se demandant qui est ce type bizarre. Alors, le beau-père prend le contrat et demande s'il suffit de signer et que tout est en ordre. L'homme confirme et dit que ce contrat va illuminer l'avenir de tous. La sœur du protagoniste est assise sur le canapé et le sioux de la Nox remarque la présence du jeune et se présente formellement. Le garçon aux cheveux noirs ne fait que regarder la femme avec son regard typique d'indifférence totale. Voyant cela, le beau-père est furieux et crie sur le gamin pour ne pas avoir salué la visite, mais la femme élégante demande au politicien de se détendre. Puisque les jeunes sont ainsi, notre garçon se souvient alors des paroles de son ami sur la façon dont il adorait la vie. Dans un flashback, un démon musclé dit qu'il sera toujours aux côtés de Raves. Le petit démon fait une grimace de dégoût et demande d'où vient tant de sentimentalité. L'oncle continue d'expliquer que le monde est rempli d'ennemis après le pouvoir du gouvernant, et il continue en disant que Raves est le successeur et qu'il devra accepter le soutien de ses partisans. Mais le jeune démon refuse, affirmant qu'il peut vivre avec sa propre force. L'oncle rit simplement et dit qu'un jour, il rencontrera des gens qui conquerront son cœur. Le démon plus âgé assure que, lorsque cela arrivera, il changera sans même s'en apercevoir. Le petit Ravs reste avec une moue et ne veut plus en entendre parler. L'oncle termine cette conversation et les deux reprennent l'entraînement au milieu du désert. Puis, la scène revient au présent. Le jeune met la main sur l'épaule de sa sœur, l'appelle par son nom sérieux et lui demande si c'est vraiment ce qu'elle veut faire de sa vie. La jeune fille aux cheveux bruns est surprise et bredouille en l'appelant mon frère. Notre garçon assure alors que si elle est forcée, il va clarifier qui commande et s'occupera de tout pour elle. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un like ici et bien sûr, si cette vidéo fonctionne bien, il y aura une suite. Merci d'avoir regardé et restez avec la prochaine vidéo.